Bonsoir, bonsoir tout le monde, mesdames et messieurs, bienvenue sur Bushido Time, votre émission review Actu Fight comme d'habitude. Alors, je suis en train de regarder le chat, putain les gars, vous êtes en forme, hein. Merde alors. Eh bien écoutez, ce soir, je suis tout seul. Je suis tout seul parce qu'on a perdu Mathieu dans les tréfonds de la Bulgarie. Non, il avait un empêchement, donc ce soir, on va être je vais être avec vous, je vais être solo avec vous, et puis on va pouvoir discuter de retour au setup originel. Ouais, j'ai perdu Mathieu là, j'ai perdu mon collègue. Merde alors. Est-ce qu'on va mieux niveau santé? Écoute, moi ça commence, j'ai encore les poumons qui sont assez pris, et le nez d'ailleurs, ça s'entend peut-être un petit peu. Mathieu, lui, avec son orteil knacky scindé en deux. Yo Ikaru, yo Sweezy, Poyo, tout le monde, tout le monde. Comment allez-vous? Ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu d'ailleurs. Euh, Est-ce qu'on s'était vu? Bah non, après le combat de Mathieu justement, on n'a pas fait de live. Et je comptais justement sur Mathieu ce soir pour qu'il nous fasse un petit débrief de son combat. D'ailleurs, n'oubliez pas, vous avez deux vidéos qui sont sorties justement sur la chaîne de Karate Bushido officielle. Il y a la vidéo de tout le inside, tout le autour du combat, les vestiaires, la pesée, le cutting, tout ça. Et sur la chaîne de Karate Bushido Plus, vous avez tout le retour justement de Mathieu, le retour par rapport à son combat et à la Fight Week. Donc voilà, je vous invite à aller voir les vidéos si ce n'est pas déjà fait. Bon rétablissement à Mathieu. Exactement. Faut vite qu'il nous revienne en forme. Après Mathieu, vous avez pas fait une vidéo. Attends, vous avez fait une vidéo, pas de live. Ouais, c'est ça, exactement. Exactement. Salut Brin Brin. Bah écoutez, ce soir, au menu, en fait, il y avait plusieurs sujets. Il y en a un que je vais réserver justement quand Mathieu fera son retour la semaine prochaine, à savoir le visage du MMA français. Il y a une petite phrase qui est sortie qui a fait couler beaucoup d'encre. Et j'aurais bien voulu qu'on en discute avec Mathieu justement et puis avec vous. Mais alors on a déjà tourné une petite vidéo là-dessus et on en discutera la semaine prochaine, dimanche prochain. Il a eu quoi Mathieu du coup? Alors il s'est griffé, si je dis pas de bêtises, je crois sur une table. Pourtant il avait ses baskets au niveau de l'orteil. Je crois que c'était le jour du combat. Et bah après tu vois, quand il a combattu, la cage c'est pas forcément super propre. Plus que ce soit le tapis d'échauffement, les vestiaires, tu marches pieds nus, enfin c'est pas clean clean on va dire. Et orteil qui s'est infecté quand il est descendu en Bulgarie. Il a vu que son orteil ressemblait à une knacky toute rouge, toute gonflée, donc hôpital, et là ils ont dû ouvrir mèche et tout ça, parce que ça s'était infecté. Ah c'est pas cool Poyo, c'est pas cool. UFC 300, Mark Zuck versus Elon Musk. Alors, Ikaru, du coup cette phrase là, le visage du MMA français, on y reviendra la semaine prochaine, parce que il faut qu'on en débatte en profondeur. Mais je vais lire quand même ton commentaire. En fait, pour moi, cette phrase est mal interprétée. Le visage du MMA français, c'est Gann BSD. Mais ce que dit Doumbé, c'est le visage du MMA en France, ce qui est drastiquement différent. Ouais, justement, on avait, dans notre petit déno qu'on a enregistré, qui sera disponible sur Karate Bushido Plus, on avait fait justement cette nuance, qui est complètement différente l'une de l'autre. Alors, du coup, ce soir, de quoi on va parler? UFC 298 qui a eu lieu cette nuit à Anaheim, en Californie, avec un upset de malade. Je m'attendais pas du tout à ça. Alors il y avait aussi justement donc cette phrase dont je vous parlais. Il fallait aussi qu'on parle de Manon Fiorot contre Erin Blanchfield. Je crois qu'il sera le main event de l'UFC Fight Night le 30 mars. Question-réponse. Et du coup, Fiorot contre Blanchfield, on en parlera la semaine prochaine. Le visage du MMA français, on en parlera la semaine prochaine. Ce soir, UFC 298. Plus, on va voir les petites news qui sont arrivées dans le monde du MMA français. Puis même la news, justement, on attendait depuis des semaines et des semaines. Dana White qui nous faisait pourrir
Il nous faisait moisir avec cette annonce justement du main event de l'UFC 300. Petite déception, petite déception. Mathieu et ses fameuses chaussures de pêche. Ah, je crois qu'il les a rendues. Je crois qu'il les a rendues. Le KO de Barlow sur Queenlan déjà en prêt. Ouais, ouais, ouais. Très, 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 très lourd. KO debout. KO debout. Éclater l'annonce du main event. Ouais, franchement, la déception. Bon, on va commencer tout de suite. On va rentrer dans l'UFC 298 tout de suite. Let's go. Et pour ce soir, on peut parler de quoi? Bah là, je viens d'aborder les sujets que... Enfin, je viens de dire les sujets qu'on allait aborder. Après, il y aura, au fur et à mesure, petite session questions-réponses. On est là pour débattre. De toute façon, moi aussi, j'aurai des questions à vous poser, d'ailleurs. Donc, n'hésitez pas. C'est libre dans le chat. Vous pouvez demander ce que vous voulez. Vous pouvez parler de ce que vous voulez, donner votre avis, tout ça, il n'y a pas de problème. Tant que ça reste dans le respect, la courtoisie. Je cherche une connerie à dire, mais je trouve rien de pertinent. T'inquiète, t'inquiète. Il y en aura à dire sur le 298. Alors, comme tu as dit, Sweezy, on peut parler de Barlow contre Queenlan. C'était un combat en welterweight. Alors, j'avais déjà vu passer Queenlan parce que son profil me perturbait. J'avais l'impression qu'il était asiatique, on dirait un peu un coréen ou un truc comme ça. Enfin, il y a des origines et je sais pas, tu sais, un truc communautaire. Je me suis dit, ah tiens, un frangin à suivre. Et contre Barlow, le mec, je crois qu'il est invaincu. Alors, pendant l'entrée, Joe Rogan et compagnie ont fait éloge. Alors, je crois que c'est son passif sportif, mais le mec, il a tapé dans tous les sports ultra athlétiques. Et du coup, il y a eu... Ça a donné vraiment un très 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 beau combat. Très grosse combinaison en anglaise. J'aimais bien la façon dont Queenlan rentrait. Il cassait la distance avec les mains vraiment en high guard. Comme ça. C'était vraiment... C'est peu commun à voir. Et ça fonctionnait pas mal. Jusqu'à ce que Barlow le touche sévèrement en anglaise. Et puis justement, il y a l'arbitre, je crois que c'était Steve Mazzacchetti. Non, c'est pas Steve Mazzacchetti qui se raconte. Comment il s'appelle il a un peu la même dégaine, cheveux courts là. Oh, comment il s'appelle déjà cet arbitre? J'ai un trou de mémoire. Bref. A procédé à l'arrêt. Il a pris vraiment beaucoup de frappes debout. Arrêt totalement justifié d'ailleurs. Parce qu'il était plus présent en fait. Même s'il n'était pas out cold, tombé au sol, etc. Il était vraiment sonné debout, il prenait trop de dégâts, donc arrêt justifié. Pourquoi il était sous-estimé l'Espagnol alors qu'il est invaincu et très fort? Sous-estimé, je sais pas, je pense pas. Moqué par contre oui, parce qu'en fait il a fait toute une campagne pour la promotion de son fight. Il avait déjà changé dans sa bio Instagram, il avait mis qu'il était déjà le champion UFC. Normalement il était à 14-0, il avait mis qu'il était déjà à 15-0. Donc si tu veux, il a fait un peu le Mystic Mac façon McGregor, à annoncer des choses vraiment très grosses. Et tout le monde justement a dit du genre calme-toi, reste tranquille, c'est quand même Volkanovski en face, le GOAT des featherweight, donc Volkanovski avec un résumé long comme le bras. Et Topuria, même s'il a fait des très beaux combats, il a jamais tapé des aussi gros noms que Volk a pu taper par exemple. Alors, ensuite donc sur la carte principale, ce qu'il y a eu. Parce que j'ai pas regardé toute la carte principale. C'est Anthony, c'est Fluffy, c'est ça Hernandez, le mec qui avait pété le bras à Jacare, qui combattait contre Roman Kopylov. Là aussi, pareil, vraiment un Géorgien, pas espagnol. Il représente l'Espagne. Alors apparemment, je crois qu'il est né en Allemagne, Topuria. Il a grandi en Géorgie. Et bref, il représente l'Espagne. Et du coup, alors, Kopylov, Hernandez, Hernandez, voilà, très fort au sol, très très fort au sol, encore une fois, de très bons échanges en striking, et une fois que c'est allé au sol, d'ailleurs, ça a lutté contre la cage, on a vu Hernandez qui est parti prendre le dos,
Kopilov qui a très bien défendu une première fois justement sur l'étranglement arrière. Ça a bougé, un peu de scramble, etc. La position a bougé, a changé, mais Hernandez, un sol, il a vraiment un sol adapté MMA, c'est très beau à voir. Il a verrouillé l'étranglement arrière et il a tapé quoi. Et Shems, elle tue les figurines Freezer et Ender. T'inquiète. Ensuite, il y avait le retour de Henry Cejudo contre Merab Dvalishvili. Si je dis pas de bêtises, c'est comme ça que ça se prononce. Merab, partenaire d'entraînement de Aljamain Sterling. C'est un cardio-machine. Vraiment, le mec, il est inarrêtable, surtout qu'il combat avec une... alors, j'ai perdu le terme en français. Pace, un rythme. Un rythme toujours ultra soutenu, que ce soit mix en striking, son mix en lutte, etc. Je me dis que Mike, le tableau est tombé. Eh non, il n'est pas tombé depuis. Il n'est pas tombé. Et il allait affronter justement Henry Cejudo. Donc Henry Cejudo, triple champ. Parce qu'il a eu 2 ceintures à l'UFC, plus sa médaille olympique en lutte. Et justement, ça a fait vraiment très 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 bizarre parce que Cejudo, qui est donc médaillé olympique en lutte, s'est fait prendre à son propre jeu par Merab. Et on l'a vu d'ailleurs qu'il l'a... C'était un peu nasty comme truc, il l'a chargé sur son épaule, il l'a tenu comme un gosse. T'es en mode analyste là. Ouais, bah on parle justement, on voit ce qui a été fait de bien, ce qui n'a pas été fait de bien, et puis voilà. Il est relou, Merab, dommage, on l'a jamais vu contre O'Malley. Bah justement, moi je pense que c'est le match à faire maintenant, tu vois. Maintenant qu'il a dégagé, Cejudo, je vois pas qui il reste pour Merab avant d'aller taper O'Malley, tu vois. Donc O'Malley, il est prévu contre Chito Vera pour le UFC 299, la prochaine carte. Et là, Merab, alors, c'était donc le combat retour parce que Henry sortait de sa retraite. Il sortait de sa retraite. Il y avait eu un petit peu d'embrouille. D'ailleurs, j'ai pas trop compris. Je croyais que le coach, là, Eric Albarracin, donc le coach de très longue date d'Henry Cejudo, il s'était fait tège. Il était parti rejoindre Merab, mais du coup, après, je l'ai vu dans le coin de Henry. J'ai pas trop compris le truc là. Sacré combat pour une sortie de retraite. Ah, mais totalement, hein. Franchement, il aurait pu prendre des mecs, un combat de chaud, on va dire. Il a pris vraiment un des top contenders de l'AKT, et puis bah, ça s'est pas passé, quoi. Comment tu le vis d'être dopé? Bah écoute, je ne le suis pas, donc moi je le vis très bien, il n'y a pas de problème, hein. Cejudo vieillissant. Ouais, il a 37 ans quand même. 37 ans, surtout dans les petites KT comme ça. Ce qui part en premier, c'est tout ce qui est... on en avait parlé d'ailleurs ça avec Mathieu, c'est tout ce qui est réflexe. Tout ce qui est réflexe, acuité visuelle. Donc voilà, disons que chez les poids lourds, tu vieillis mieux que quand tu prends de l'âge que les toutes petites KT en fait. Et bref, alors je sais, est-ce que quel a été le discours post-fight de Cejudo à la fin s'il a été interviewé par Rogan? Est-ce qu'il a annoncé de nouveau sa retraite ou pas? J'ai pas vu la fin de l'interview. Il est champion olympique de lutte. Ouais, tellement puissant Merab, il a soulevé Cejudo comme si c'était personne. Ouais, non, c'était tendu, hein. Même si Merab, c'est pas qu'il l'a pas respecté, mais t'avais pas l'impression que c'était Henry Cejudo en face. C'est même, hein, je crois que c'est à la fin du premier round, quand il tenait Cejudo en guillotine, qu'il était en train de déconner avec Zuckerberg qui était en face de la cage, là. Il a pas parlé, mais il a déposé les gants. Hmm, ok. Euh, donc pour ceux qui ne le savent pas, quand tu déposes tes gants dans l'octogone, c'est que tu prends ta retraite. Voilà, tu te retires du sport. Il l'avait déjà fait une première fois, et donc là, apparemment, il vient de le faire à nouveau. Mais s'il n'a pas fait d'annonce, peut-être est-ce qu'il va revenir dessus ou pas. Alors pourquoi les poids lourds vieillissent mieux? En fait, si tu veux, chez l'être humain, donc quand tu prends de l'âge, ce qui disparaît donc en premier, comme je viens de dire, c'est tout ce qui est euh,
agilité, coordination, acuité visuelle, réflexe, la vitesse, etc. En fait, c'est sur ça que reposent les petites KT. Et ce qui parle moins vite, c'est tout ce qui est la force. Euh, la force, en fait. Et c'est pour ça que justement les poids lourds, eux, qui misent déjà beaucoup sur la force et non sur tout ce qui est rapidité et compagnie. Les poids lourds en général, ils atteignent leur prime, allez, je dirais vers les 36, 37, 38 ans. Et ils fonctionnent encore très très bien justement, même vers les 40 ans, alors que les petites KT, je pense qu'ils tapent leur prime sur les 31, 32 max. Le cardio de Merab est impressionnant. Ouais, le mec, il a 5 poumons, il fonctionne, il n'y a jamais de baisse de rythme, c'est des transitions de ouf, il lutte, il strike du sol, c'est incroyable. Et puis surtout, c'est qu'il shoot énormément aussi en takedown. Impressionnant. Salut shérif, écoute, ça va très très bien, je te remercie. Alors, Cerudo avait déjà dit qu'en cas de défaite, il allait se retirer parce qu'il veut être au top ou rien. Ok. Bon, bah alors je doute qu'on le revoie à nouveau dans l'octogone, quoi. L'UFC lui a pas passé le micro. L'exception à la règle, c'est Anderson Silva. C'est vrai. Silva a combattu quand même, il était en 84, donc la catégorie intermédiaire, jusqu'à tard, et voilà. Encore ses automatismes, encore son acuité visuelle, sa vitesse, ses réflexes, tout ça. Alors on arrive donc ensuite sur les 3 autres combats qu'il y a eu. Alors franchement, je vais pas vous mentir, Yann Gary contre Geoff Neal, j'ai pas regardé. J'aurais dû, je pense, mais en voyant les commentaires, j'ai vu que le fight il était boring as fuck et je me suis dit bon, ça va, j'ai pas raté grand chose. Par contre, je vais vous poser la question, la décision. Beaucoup ont crié au vol. Est-ce que cette décision était un vol ou pas? Salut Thibaut, merci beaucoup. Alors Christophe, je peux pas te dire, je connais absolument rien au foot. Oui, skip ce combat, ok. Vous voulez pas en parler, c'était de la daube. Bizarre que Cejudo combatte pas l'UFC Mexique à une semaine près si c'est pour annoncer. Okay. Gary versus Neal, t'as rien raté. Alors, Gary, le problème, on a déjà parlé de son cas à maintes reprises. Gary the Cuck, comme aime dire Mathieu, c'est que aujourd'hui la seule façon qu'il a de reconquérir une fanbase, parce que bon, il s'est fait désosser dans tous les sens, c'est de faire des perfs de malade et surtout aussi de backup justement tous les propos qu'il tient en disant que déjà rien qu'avec son surnom c'est The Future. Et il faut faire des perfs mémorables justement pour asseoir ça. Le problème, c'est qu'apparemment, pendant ce combat, il n'a pas du tout fait le taf, justement. Il n'a pas du tout fait le taf. Alors, Gary a gagné surtout pour le garder invaincu. Gary a gagné sans souci. Non, c'est pas un vol, mais pire combat de la carte. Voilà. C'est que à partir du moment où tu t'exprimes autant, que tu fais autant de déclarations en disant que voilà, tu vas avoir la ceinture, etc., il faut quand même back up ses propos et offrir des fights engagés. Donc apparemment, il était sur le reculoir pendant tout le combat. Alors Geoff Neal, c'est un mec, je crois que son surnom c'est Hands of Stone ou un truc comme ça, c'est un mec quand même qui frappe très fort. Donc faut se méfier. Mais voilà, tu dois avoir des finishes. Tu dois faire des finishes et avec la manière pour être propulsé dans le classement, pour pouvoir taper les noms que tu call out justement. Alors pas un vol du tout, dit Kaminak, mais aucun engagement pour vraiment finir le fight. Voilà, ça c'est dommage. À partir du moment où tu fais, comme j'ai dit, des propos comme ça, il faut prendre des risques et il faut aller chercher la victoire avec panache, ce qui n'a pas été le cas. Je veux bien voir le combat contre Colby, le combat des mecs les plus détestés. Et c'est ça que j'ai vu par contre à la fin du fight, Gary a call out Colby Covington. Il a dit que Colby était sur une série de 3 défaites contre des anciens champions UFC et qu'il allait le mettre à la retraite. Fait drôle sur ce combat, je pense que même si Colby est détesté de la Terre entière, enfin de la très grosse majorité de la Terre, s'il est matché contre Gary, je pense qu'il va avoir le soutien de toute la foule pour qu'il explose Gary.
coup, mon chamallow. Mon chamallow. Jean, est-ce qu'on est proche comme ça pour que tu m'appelles mon chamallow? Gary sur le reculoir avec ses kicks, quoi. Mais boring, ok. Il a dit quoi ou fait quoi, Gary, pour être autant détesté? Il y a eu des complications, en fait, par rapport à sa femme, par rapport au fait que c'est un cuck, des embrouilles avec Sean Strickland, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, quoi. Et que le mec, en fait, il paraît très, très faux. En fait, il est aux ordres, si tu veux, de sa femme, qui lui dit quoi faire, quand faire, est-ce que tu peux respirer à ce moment-là, etc. Tu vois. Et quoi dire aussi, très important. Donc voilà, apparemment, combat, c'est le Cuck Lord et ça joue Bad Boy. C'est ça. C'est ça. Il fait vraiment le dur à cuire alors qu'il se fait, comment dire, mené à la baguette par sa femme. Enfin, après, sans rentrer dans les trucs, les histoires perso, etc. Euh, c'est que, bref, sa femme vit avec son ex-mari qui est aussi le nutritionniste de Yann Gary. Enfin, un espèce de triangle chelou qui fait que on lui manque de respect, ce qui est un peu normal, je pense. On est tous comme lui en vrai. Comme qui? Comme Yann Gary? Non, non, non. Non, non. Bref, voilà. Combat apparemment pas mémorable. Donc on va enchaîner directement avec le co-main event et le main event de la soirée. Co-main event. On doutait un petit peu que ce combat se fasse parce que... Alors, Paulo Costa, la machine qui a souvent pull out de ses combats, donc il s'est souvent retiré, annulé. Donc on savait pas jusqu'à la semaine précédente, enfin la Fight Week, s'il allait vraiment combattre justement sur cet événement. Les femmes nous dirigent, mais ça ne nous regarde pas. Et il était donc matché contre Robert Whittaker, ancien champion de la KT, qui s'était fait éteindre au combat avant contre Dricus Duplessis, donc le nouveau champion. Combat de cogneur. Combat de cogneur, combat super intéressant. Alors par contre, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup kiffé. Alors attends. Juicy KO. Pour une fois, je vais pas être d'accord avec toi, Gab. On peut pas juger une situation qui n'est pas la nôtre, surtout sur ces paramètres-là. Après, le mec parle, c'est le business aussi. Hein. Est-ce que je juge? Est-ce qu'il y a un jugement dans mon ton? Nadir, est-ce que je peux donner le protocole? Non, je peux pas parce qu'il n'y en a pas. Norage. Alors en vrai, Costa a été solide, mais Rob c'est un mathématicien du fight. Whittaker c'est tellement clean, respect éternel. Alors il y a une très bonne entame de combat, il y avait des très beaux calfiques d'ailleurs. On a pu voir... Alors Costa c'était plus sur du une ou deux frappes, et Whittaker c'était vraiment de très beaux contres, de super beaux contres. Très belle remise, voilà, esquive, remise, surtout sur les jabs de Costa. C'était vraiment magnifique. Travail en low kick, voilà, et je crois que ouais, c'est Costa qui a quand même pas mal abîmé le mollet gauche donc sur la jambe avant de Whittaker. Il a mangé tellement de frappes, Costa. Alors, Papouze, et petite question hors sujet, vous êtes sur Twitch également? Ouais, on est sur Twitch. On est sur Twitch. Encore les calf kicks qui ont fait un dégât monstre, plus la vitesse de Whittaker. La vitesse de Whittaker. Whittaker a fait du Whittaker, mais pour autant, il n'est pas champion matériel à mon sens. Je sais pas trop. Il a quand même montré des sacrés trucs, tu vois, cette nuit. Alors, c'était un très beau round de Whittaker. Pour moi, il a emporté le premier round, même s'il y a eu ce magnifique spinning heel kick de Costa à 10 secondes de la fin, qui a fait tituber fort Whittaker. C'est arrivé vraiment pleine balle dans la tronche. Et même s'il y a eu ce kick, pour moi, Costa n'a pas remporté le premier round. Parce que alors, la décision des juges, il y a eu 2 rounds pour Whittaker et un round pour Costa pour 2 juges. Et pour un juge, il y a eu les 3 rounds pour Whittaker. Donc moi, j'étais plus pour l'avis du troisième juge à mettre 30-27.
Ensuite, alors il y a un truc de ouf, c'est que Costa, le mec, j'ai l'impression qu'il ne marque jamais. Son visage reste clean et pourtant il a pris des missiles de Whittaker. Pareil, il a un menton de dingue. Euh, la seule fois où où il s'est vraiment fait exploser, genre sonner, TKO, etc., c'était contre Adesanya. Qui a réussi à lui faire un ascenseur à Costa sinon? Parce que c'est de la folie, hein. Alors Squeezie, oui, le premier, même avec le kick, je donne pas à Costa. On est d'accord, ouais. Un Paulo Costa contre Nassour, c'est probable ou pas? Eh bah, alors, je sais pas si Costa prendrait ce combat, tu vois. Je sais pas si Costa prendrait ce combat. C'est vrai qu'après, en termes de classement, ils sont assez proches. Costa était classé sixième, je crois que Nassour est classé huitième. Ça pourrait faire un bon step à Nassour, ouais. Tu penses que la masse musculaire de Costa est un désavantage? J'ai l'impression qu'il est beaucoup moins rapide que ses opposants. Je pense pas. Je pense pas parce qu'il a jamais montré de signe de désavantage par rapport à ça. Tu vois, il a vraiment une très 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 grosse frappe. Même d'ailleurs, son physique, c'était un truc de ouf. J'ai l'impression qu'il était une KT au-dessus de Whittaker. Il était énorme. Franchement, il devait être à au moins 100 kilos, je pense, hier dans la cage là. Ou, allez, peut-être 97-98, mais il était vraiment énorme. Et bref, alors, Whittaker voilà, a fait un très bon travail, vraiment, que ce soit en termes de low kick, que ce soit en termes d'esquive remise, c'était vraiment très très beau. Des changements d'angle. Il y a Ramzat aussi, en vrai, les middleweight, c'est devenu chaud. C'est une remarque que je me fais pour chaque combat que Costa fait. Moi, je pense pas que ce soit un désavantage. C'est vraiment son. Il a construit son physique aussi en rapport avec son style, sa puissance, etc. Mais je pense pas que ouais, ça soit quelque chose qui lui porte préjudice. Il me fait un peu penser à Gann dans sa façon de combattre. Bah, Whittaker, il est très léger sur ses appuis. Il est très léger sur ses appuis, il prend des angles. Puis ouais, même voilà, comme je disais, son travail d'esquive remise, c'est juste super super beau quoi. Les high kick droit et gauche de Costa, monstrueux. Impossible à lire presque. C'est ce qu'il disait Joe Rogan. Le high kick jambe avant de Costa qui partait comme ça, c'était incroyable. Alors sur ce combat, Costa a dit, enfin il voyait déjà après Whittaker en disant que s'il arrive enfin s'il tape Whittaker, ce qu'il va faire, il aurait sûrement une chance pour la ceinture, chose qu'il n'a pas fait. En tapant Costa, par contre, Whittaker se remet dans la course au titre. Mais alors, qui est-ce qu'il pourrait affronter euh, pour la suite? Je pense que Adesanya va affronter Duplessis. Whittaker contre Cannonier, ça fait pas vraiment sens. On pourrait peut-être voir un Whittaker contre Sean Strickland. Ça serait pas mal. Alors, Sweezy. Costa, il lui manque du temps dans la cage. Juste Whittaker, c'est un monstre. Là, ça fait 3 défaites et trop de problèmes. Faut qu'il se remette en ordre, mais il est clairement top 3 de la KT. Ah oui, oui. Whittaker, il reste vraiment dans le top de la catégorie, dans le haut du panier, hein. Selon Costa, son physique, c'est juste la boxe et les échauffements. Ouais, ok, super. Costa, il est juice, non? Le mec a un physique monstrueux, et quand tu vois ses frères, il n'y a pas de génétique particulière. Bah, en fait, Costa, on peut se poser la question, parce que quand il est arrivé dans l'Ultimate Fighter, c'était le Tough Brazil, je pense, je crois, il avait absolument pas le même physique. Il avait vraiment pas le même physique. Là, il est. J'aime pas jeter la pierre comme ça, parce que même moi, des fois, ça me casse les couilles quand on me le fait. Mais le mec, il fait 100 kilos, c'est un stromon. Il est découpé, il est super dur. Enfin, je sais pas en fait. Je comprends pas. Je pense qu'il a déjà un des meilleurs physiques, si c'est le meilleur physique à l'UFC. Une puissance de malade. Le mec, il tombe pas. Je... Franchement, je sais pas. Je sais pas du tout. Ouais, non, 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 quand même pas. J'ai pas un meilleur physique de Costa.
Possible, mais perso, je suis sous testo et j'ai un physique average. Adesanya sort d'une défaite contre Strickland, je le vois pas affronter Duplessis tout de suite. Ouais, mais en fait, c'est qu'il y a un background, tu vois, entre Duplessis et Adesanya. Il y a eu du trash talk, il y a eu un beef, et ça serait un combat qui ferait vendre, tu vois. Ça serait un combat qui ferait vendre. Donc, on connaît tous maintenant Dana White. Des fois, le classement ne rentre même pas dans la logique du matchmaking. C'est juste, ok, qu'est-ce qui va nous faire le plus le vendre de pay-per-view? Et est-ce que Adesanya Duplessis, ça ferait vendre? Absolument. Whittaker versus Imavov. Sportivement parlant, ça pourrait être un putain de combat. Ça pourrait être vraiment un super beau combat, je pense. Est-ce que Whittaker, le fait de regarder justement en arrière est quand même assez loin, et Imavov, c'est quand même un nom qui est beaucoup moins percutant que Paolo Costa, je suis pas sûr qu'il serait intéressé, parce que, de ce que j'ai compris, c'est vraiment la ceinture, la ceinture, la ceinture, il est obsédé par la ceinture. Et décision logique des juges. Donc, voilà. Paolo Costa avait l'air un petit peu étonné à la fin. Alors c'est vrai qu'il a fait plus de dégâts sur le visage de Whittaker. Il l'a plus marqué, mais après quand tu vois le nombre de frappes significatives, plus l'entièreté du combat, le contrôle, etc. Whittaker a plus de contrôle de la cage, plus de frappes significatives. euh, Tout. Il était en avance surtout sur le combat. Alors non mais là, tu peux faire que des Sanya versus Duplessis. L'UFC a fast track de ouf pour mettre Duplessis à la ceinture. Pour qu'il affronte Izzy depuis la montée de Pereira. Alors pour moi, Dustin va lancer une trend dans ce testant et les gens vont vouloir étreindre des noms qui montent pour montrer qu'ils sont toujours dans le mix. Ouais, c'est on va dire c'est pas la vieille école, mais les old dogs, tu vois, les mecs, ils ont besoin de, ok, il y a un nouveau venu, il y a un nouveau lion qui est affamé. Moi, je suis là depuis perpète. Je vais vous montrer que j'ai toujours la dalle, quoi. Donc ouais, ça peut peut-être faire la même chose, Whittaker et Mavov, mais j'ai un gros doute quand même. Et il faut qu'on arrive maintenant au main event. Il faut qu'on débriefe ce main event de l'UFC 298. Volkanovski. Est-ce que c'était une chose raisonnable qu'ils prennent Makhachev en short notice? Non. Non, même son coach justement l'a dit. Même son coach l'a dit et je pense que ça a dû pas mal l'affecter pour la suite, quoi. Parce que, attends, ça fait combien de temps qu'il a pris ce KO contre Makhachev? C'était en décembre? Est-ce que vous pouvez me dire? 3 mois, un truc comme ça. Je sais plus, c'était sur quel. C'est pas l'UFC du 16 décembre ou un délire comme ça, là? C'était en octobre? Attends. Ça fait loin quand même, hein? Sérieux? Attends. Volk, Topology. Ah, ça fait déjà si loin? Ouais, 4 mois. Ça fait 4 mois. Là, la problématique, c'est que. Bon, on va parler du combat, puis on reviendra justement sur la problématique. Alors, Vol, considéré comme le GOAT des featherweight, il sort d'une défaite donc, contre Makhachev, qu'il avait pris en short notice. Voilà, très gros KO, high kick, ground and pound, tout ça. On l'avait, entre guillemets,
excusé, ou du moins, voilà, il est arrivé en short notice à 10 jours, dans une KT supérieure à la sienne, contre Islam, qui est considéré comme un des GOAT, voilà. Donc c'est pas vraiment, on va dire, c'est pas en soi une erreur enfin c'est une petite erreur de parcours, quoi, mais sans plus. Là, contre Topuria, sur le papier et par beaucoup beaucoup de monde, il était censé gagner ce combat. Il était censé gagner ce combat. Volk, il est quand même all-rounded, c'est-à-dire voilà, il maîtrise tous les aspects du MMA. Topuria, c'est un mec qui est un petit peu, on va pas dire un one-trick pony, mais qui est unidimensionnel. Unidimensionnel, c'est-à-dire une très 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 grosse boxe anglaise. Le mec, rendez-vous compte, dans ses combats à l'UFC, il a jamais mis que ce soit un middle kick ou un high kick. Que des low kicks. Donc il mise énormément sur sa boxe et sur ses low kicks. Et du coup, sur la physionomie de ce premier round, il y avait un truc que je trouvais super intéressant de la part de Volk. J'avais pu voir ça d'ailleurs quand je m'étais entraîné avec un... D'ailleurs, je te dis un gros bonjour, Guillaume Babouin, champion d'Europe de Muay Thai. C'était à chaque fois que Topuria rentrait, justement en anglaise, Volk faisait un step en retrait et mettait un middle de sa jambe avant pour bloquer la progression de Topuria. Il a fait ça un sacré paquet de fois et j'ai trouvé ça super intéressant comme move, justement. Il restait à distance des mains de Topuria et en même temps il bloquait son action. Il y a eu un gros travail de low kick aussi des deux. On a pu voir par contre que Topuria, il a bien touché le mollet avant de Volkanovski. Parce que Volkanovski, on a vu switcher justement de garde. Même Joe Rogan et compagnie disaient voilà, il y a sa jambe avant qui est compromise. Ses déplacements commencent à être un petit peu awkward, un peu chelou, quoi, on va dire. Et alors, Ninja. Je suis pas d'accord avec toi sur le fait que Topuria soit unidimensionnel. Il a un gros grappling. D'ailleurs, il a soumis Bryce Mitchell, ouais, avec un très beau bras-tête, qui est un des meilleurs grappleurs de la KT. Mais il l'avait bien tabassé aussi debout. Tu vois, déjà, des fois, ça arrive, c'est que des mecs, des gros grappleurs, se font soumettre par des mecs qui ont un grappling, je vais pas dire bien moins inférieur, mais inférieur, parce qu'ils se sont fait justement saucer debout, tu vois. Après, quand je dis unidimensionnel, c'est que pour moi, Topuria, le mec, tu l'attends sur l'anglaise. Tu l'attends sur la boxe anglaise, sur ces super combinaisons, justement, corps-tête, tête-corps. Mais tu l'attends pas vraiment sur, voilà, comme je dis, tu sais, sur du high kick, sur des gros mélanges avec pied-point, etc. Désolé, mais Topuria n'est pas du tout émotionnel. Il a l'un des meilleurs JB de Géorgie, ce n'est le meilleur. Et un gros bagage en lutte. Bon, je vois qu'on n'est pas d'accord, chose qui arrive. Mais encore une fois, voilà, je redis, c'est que je dis unidimensionnel dans le sens, on l'attend énormément sur sa boxe anglaise. Et pas, ou alors peu, on le redoute vraiment voilà, sur ses points et peu sur le reste que ce soit de la lutte ou du sol. Alors pour moi, Volk a sous-estimé Topuria, il avait la tête à la fenêtre. C'est vrai que Volkanovski avait le menton quand même assez relevé lors des échanges, le menton assez relevé. Alors Kaminak, dur de le voir prendre 2 énormes KO de suite, il est rongé par ses démons et n'arrive pas à penser à autre chose que combattre. Il ne mérite pas un match de suite. Alors ouais, petite précision justement par rapport à ce que tu dis, c'est que il avait dit dans une interview que quand il n'est pas en camp d'entraînement, quand il prépare pas un combat, etc., le mec en fait il est limite en dépression. Il est limite en dépression. Donc il a besoin de ça. Mais est-ce que là en fait il n'est pas en train de se cramer justement? Surtout que il vieillit. Est-ce qu'il peut encore encaisser la même charge d'entraînement, etc. Problématique. Alors, Azen, unidimensionnel dans le sens, sa boxe prend le dessus sur ses autres aspects en MMA, il utilisera son grappe que c'est nécessaire. Voilà, c'est ça. Merci. Il me semble qu'il est ceinture noire en JJB Topuria. Ah, c'est probable, ouais. Les déclarations de Volkanovski sur le fait de tout le temps vouloir combattre me font peur pour la suite de sa carrière. Bah,
Est-ce que ça va être le genre de mec justement qui n'arrivera pas à s'arrêter à temps? Tu vois, un peu à la façon de Ferguson. Après, il a l'air d'avoir un entourage quand même très 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 correct. Donc je pense pas. Mais si le mec, en gros, il te fait comprendre que dans sa vie, il y a absolument que le combat. Alors, dans un sens, oui, quand t'es un fighter, c'est quelque chose qui est très bien. Mais bah, si t'es sur la pente descendante et que tu n'arrives plus à performer, que ton corps c'est plus le même, tes réflexes c'est plus les mêmes, voilà, t'as quand même un gros paquet de fighters qui, une fois sortis du combat, les mecs ne savaient pas faire autre chose ou sont partis en dépression parce que tu leur retirais une énorme partie de leur vie, quoi. Alors, oui, c'est vrai, il se bat sur l'anglaise, mais a une énorme défense de lutte et sa ceinture noire de JJB qui assure ses arrières lui permet de boxer sereinement. D'accord avec toi. Salut pas. J'espère qu'on va pas mettre un Josh Emmett à Volkanovski, sa dynamique, ça pourrait faire très très mal. Ah ouais, ça serait très compliqué. Emmett, il a une droite, bon, on a pu voir, hein, il a absolument annihilé Bryce Mitchell. J'ai cru que ça allait être le premier mort dans l'octogone, quoi. C'était impressionnant cette overhand là. Ça serait pas le bon bail. Après, Volkanovski, le problème, c'est qu'il serait d'accord, je pense, pour ce match-up si ça lui permettait de vite faire un tour à la ceinture. Un retour à la ceinture. Et donc, bah, pour parler de la fin de ce combat, deuxième round, on a pu voir une accélération justement en anglaise de Topuria. Alors, si je me rappelle bien, il a fait une esquive sur le jab de Volk. Il est parti après avec sa main arrière au niveau du corps. Il est remonté en crochet. Crochet avant. Et après, il a mis un crochet droit, mais magnifique. D'ailleurs, je pense que Volk, il l'a pas vu. Il l'a pas vu et c'est pour ça que ça l'a touché aussi durement. On a pu voir Topuria qui s'est vraiment assis sur le crochet, qui est allé mais percuter avec tout le poids du corps. Et ça l'a été en fait. Ça a été vraiment un one punch knockout et monstrueux. Il a fait une Mike Tyson Topuria. Ouais, vraiment, c'est décalage avec le but. C'est le fait, après, quand il est remonté avec ce crochet droit, mais magnifique, il a vraiment mis tout son poids dedans, quoi. Salut Gabriel, prends bien soin de toi, bisous. Les gars, dites-moi, est-ce que je percute pas forcément sur le pseudo, mais tout à l'heure, mon cher Malo, la bisou, c'est bizarre, les gars, là. Est-ce que je vois Topuria régner sur la KT comme Volkanovski? Je le vois pas aussi complet que Volka. Hmm. Après, il y a toujours ce qu'on appelle la chance du puncher, tu vois, Topuria. Donc il peut éteindre n'importe quand, mais non, je le vois peut-être pas régner aussi longtemps, tu vois. Ikaou, je dois aller manger la famille. Des bisous Gab, j'ai le droit moi les bisous. Vas-y, bon app Ikaou et merci d'être passé, hein. Il a des gros problèmes d'alcool. Volk. Ah oui, il y avait une. Je crois qu'il avait dit que justement les 3 4 semaines avant le fight avec Makhachev, il arrêtait pas de teaser tout le temps, tout le temps, tout le temps, quoi. Je suis pas sûr que ça soit un alcoolique. Peut-être que comme elle était hors combat, il faisait un petit peu la fête et tout, mais je pense pas que ce soit un alcoolo, hein. Holloway avec son menton pourrait être un gros problème pour Topuria. Ouais, et ça pourrait peut-être même faire un remake de Holloway contre Qatar. Kelvin Qatar. Qatar qui a une anglaise absolument magnifique. Et on a pu voir Holloway annihiler justement ce travail d'anglaise. Donc ça pourrait peut-être faire la même chose. Après Qatar, quand il boxe, c'est qu'il déplie pas vraiment les bras. Il a vraiment deux boxes anglaises. Alors que Topuria, il déplie quand même beaucoup beaucoup les bras. Contrairement au combat contre Makhachev, Volk a vraiment été déconnecté. Ah ouais, ouais, non, mais c'est ça, ça a été vraiment le one punch knockout et ce crochet qu'il a pas vu. Et ça l'a éteint total. Alors maintenant, justement pour la KT, c'est quoi la suite en termes de featherweight? Volkanovski a dit qu'il aurait bien aimé une revanche.
Il aimerait bien une revanche parce qu'il a été quand même champion très longtemps, considéré comme le GOAT des featherweight. Et Topuria a dit ça pourrait le faire parce que Volkanovski c'est un chouette type entre guillemets, mais pardon. Mais dans un autre sens, il a dit place à la jeune génération. Voilà, parce que Old Volk, en gros, oust, tu vois. Il a aussi fait part de son envie de taper McGregor. Il a dit voilà, si McGregor, si t'as encore des balls, viens, on se tape en Espagne. Il y a un journaliste après en conférence de presse qui lui a dit mais même je crois que c'est Dana White, euh, McGregor a 145 pounds, donc à 66 kilos, en fait c'est pas possible. C'est pas possible que ça se fasse. Et Topuria a dit en fait je m'en fous du poids. Si c'est contre McGregor, il peut choisir n'importe quel KT, je le taperai. Donc des grosses déclarations quoi. Il a témoigné qu'il a bu de l'alcool tous les jours lors de sa prépa en octobre dernier. En revanche, Volk devrait prendre exemple sur son compatriote Adesanya et se reposer un peu. Je suis d'accord avec toi, Franchi. Je suis d'accord avec toi. Je pense qu'après 2 KO consécutifs, l'entourage, le team, même le combattant lui-même doivent prendre un petit peu de recul, se questionner, voir les choses qui sont à changer. Qu'est-ce qui a fait que ça s'est passé comme ça même en termes de santé, faire un check-up, hein, parce que c'est quand même deux très grosses défaites. Plus, il a 36 ans, si je dis pas de bêtises, Volk. Donc voilà, il y a des questions qui se posent. Il faut prendre un petit peu de recul et ne pas se rejeter tout de suite dans le bain, de mon avis. Jeune génération, j'ai pas tous les combattants en tête, mais Topuria, il est tout seul dans cette génération. Quel âge il a Topuria? 27, 28? Bon, dans tous les cas, ça a été quand même un super beau combat, mais un upset de malade. Un upset de malade. Je pense que les gens qui ont parié sur Topuria se sont fait des balls en or. D'ailleurs, j'en profite pour remercier donc notre sponsor Unibet qui sponsorise ce live. Avec le code Gabriel ou avec le lien qui défile dans le chat, vous avez jusqu'à 100 € bonus sur votre premier pari. Et alors, comme Mathieu n'est pas là, je reprends sa phrase. Ne pariez que ce que vous pouvez parier ou perdre. Je sais plus ce qu'il disait. Il y a Movzar qui est fort, mais pas sûr que ça vende beaucoup. Bah, Evloev, on en avait parlé sur son dernier combat. C'est comme tu dis, il est très très fort, mais en fait, il n'a pas fait de perf éclatante qui pourrait justement lui permettre d'accéder à un title shot. Parce que le mec, il est invaincu. Je crois qu'il a. Allez, combien de victoires 5, 6 à l'UFC, dont une contre Diego Lopez, là, le top prospect qui monte. Mais il n'a pas fait de paire qui fait waouh comme ça pour lui permettre d'accéder à un title shot. « 27 ans. Ah, ok, ouais. Il avait seulement une cote à 1,95. Ah, je pensais que c'était je pensais que c'était plus. Je pensais que Volk était vraiment mis largement favori là-dessus. Je suis dégoûté, j'avais parié sur Topuria, mais également sur Costa. Et ouais, des fois ça passe, des fois ça passe pas. Si vous avez une note à mettre sur cette UFC 298, ça serait quoi? Moi, je dirais un. Bon, hormis le Yann Gary Jofnil, je dirais allez, un bon 15 sur 20. Franchement, un bon 15 sur 20. Ah oui, même le fight de Mackenzie Dern contre. J'ai oublié son nom. De la brésilienne. Si quelqu'un arrive à me retrouver le nom de la brésilienne contre Kim Mackenzie Dern après une tempête. Amanda Lemos. Merci. Merci MZD. Ça, c'était un combat, on a pu voir le cœur de Mackenzie Dern, c'était vraiment impressionnant. Elle a rien lâché. C'était vraiment dogfight total parce elle a pris la sauce en striking et elle n'a jamais abandonné. Elle n'a jamais abandonné, toujours des tentatives d'amener au sol, tentatives de travail au sol, soit sur armbar, sur travail en clé de jambe, etc. Et
Mackenzie Dern, je l'aimais pas trop au début, surtout aussi pesée ratée, etc. Et en fait, combattante qui a vraiment du cœur. Et elle n'hésite pas à échanger en striking, alors que pourtant, bah, d'ailleurs ça aussi c'est un petit peu dommage, c'est qu'elle a un sol absolument monstrueux, mais elle se cherche quand même à vouloir se prouver quelque chose en striking, alors qu'elle pourrait utiliser son sol. 14 sur 20, 8 sur 10, 8 sur 10. Franchement, un bon 8 sur 10. Mackenzie Dern, dans tous ses combats, elle prend des downs, c'est chaud. Baki Doumbé, c'est... Non, le 9 mars, c'est Benoît contre Dustin. C'est le 7 mars. Sur 3 jours d'affilée en mars, il y a donc le 7 Baki Doumbé, le 8 Ngannou Joshua et le 9 BSD contre Dustin. Dern a des grosses balls. Ah ouais, total. Franchement, moi je suis fan. Je suis fan. Elle a du cœur, elle échange, elle abandonne pas, c'est vraiment chouette. Mais il faut juste par contre que son fight IQ il remonte un petit peu quoi. Tu as un sol absolument gigantesque, utilise-le. Mets ton striking pour te permettre justement d'amener ton sol. Et pas je vais essayer de striker avec des strikers juste pour faire une bataille en striking. Enfin, c'est un peu bizarre quoi. Elle a pris 200 000 plus. Ah oui, il y a eu le Fight of the Night. Elle a eu le Fight of the Night avec les Moss. Donc 50 000 dollars en plus. Ouais, franchement, c'était un bon UFC. C'était un bon UFC. T'as vu ses formes de corps en JJB. Non, mais. Attends. C'est quoi déjà? Je crois elle est championne du monde en JJB. Son daron, c'est. Comment il s'appelle? Megaton Diaz. Un nom absolument incroyable dans le monde du JJB. Voilà, c'est dommage. Pourquoi tu mets pas plus tes compétences en sol, justement, dans tes combats? J'arrive pas à comprendre. T'es sûr que Francis, c'est le 9? Je croyais que c'était le vendredi, moi, de ce que j'avais vu, hein. Et Benoît, enfin oui, le 10 si tu te lèves tôt, et le 9 si tu te couches tard. Et alors, dans cette UFC, il y a aussi eu 2 annonces. La première, ça a été l'induction, enfin l'induction, inducted, l'introduction au Hall of Fame de notre cher Wanderlei Silva. Donc, Wanderlei Silva n'a plus besoin de le présenter. Je pense que ça aurait dû être fait même avant, justement, le fait qu'il soit introduit au Hall of Fame à l'UFC. Il a mené des guerres de ouf. Putain, on voit quand même qu'il a vieilli. Quand la caméra s'est posée sur lui, il a vieilli. Je sais pas quel âge il a, Wanderlei. Je crois qu'il doit avoir un petit 44, 45, je pense. Mais voilà, vraiment mérité parce que ça a été une figure du MMA dans les années 2000, 2010, qui a livré des guerres absolument incroyables au Pride. C'est dommage parce qu'il est arrivé à l'UFC plus forcément dans son prime. Euh, bon aussi, il est arrivé à l'UFC, il était peut-être un petit peu moins Géchard. Mais voilà, ça n'enlève rien à sa carrière, aux guerres incroyables qu'il a livrées et les chaos monstrueux qu'il a eu. Alors, elle est championne de la DCC et 2 fois championne du monde de JJB. Ouais. Voilà, son palmarès parle pour elle et alors, elle a fait une très grosse progression quand même en striking, ça il faut le souligner. Elle a quand même réussi à toucher les Moss plusieurs fois, mais les Moss par exemple, c'est une strikeuse, son point fort c'est le striking, donc elle va chercher à garder le combat debout et à striker. Dern, son point fort c'est le sol, mais elle va chercher à striker et pas emmener au sol, ou alors peu. C'est dommage. Mister Cocaine. Au Pride, c'était une terreur. Au Pride, c'est un animal. Mais bien sûr. C'est dommage que la jeune génération ne connaisse pas plus, justement, Wanderlei Silva et compagnie, là. Ah, au Pride, il en a mis des KO, hein.
Les coups de genoux sur les Quinton Rampage, les penalties, les soccer kicks, sur les Yuki Kondo, Sakuraba et compagnie, c'était... elle se déplace trop en avant quand elle strike down. Et elle mouline. Ouais, elle mouline beaucoup et surtout avec le menton relevé. C'est où le Pride? Le Pride Fighting Championship. C'était une organisation légendaire qui était au Japon, qui s'est éteint. Qui s'est éteint et maintenant qui est remplacé par le Rising. C'est le syndrome des grappleurs qui veulent se transformer en striker. Et j'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre ça. Et la deuxième annonce, il faut qu'on revienne donc justement sur cette annonce de Dana White. Dana White qui nous a tenu en haleine pendant des semaines et des semaines en disant je vais avoir pour le main event de l'UFC 300 une news qui va faire tourner toutes les têtes. Gabriel, faut manger plus de plat season, je te trouve faim un peu. Je suis skinny? Est-ce que tu peux augmenter ton niveau de micro, s'il te plaît, car tu parles doucement et le son de base est assez faible, merci. Ah bon? Parce que si je bouge le gain un petit peu, je suis pas sûr. Salut Matt, est-ce que ça va là quand je parle? Ouais, donc cette annonce. Attends, alors juste avant, Chatri, donc Chatri Sityodong, le président du One, dit que les combattants japonais se font défoncer quand ils arrivent au One FC. Ça t'énerve? Il a fait cette déclaration? C'est bizarre. Enfin, j'ai rien vu de ça. Ça m'énerve pas. Et puis, je pense qu'il se trompe parce qu'on a quand même vu déjà faire des très grosses perfs au One. Donc, Gap, c'est quoi ta KT 77. Tu veux toujours combattre au Japon? Oui. Et le 3 mai normalement. 3 mai à Tokyo. Les matchmakers ont confondu UFC 300 et UFC 299. Je pense aussi. C'est quoi la statue de Freezer derrière toi? De quel fabricant? La statue, donc Third Form Frieza, c'est un. Alors, petit aparté, c'est un studio qui s'appelle White Hall. Donc, White Hall Studio. Et ils font des résines absolument comme ça. Incroyable. Eh ben, il va bien le Gabriel. Merci Berfouz, j'espère que toi aussi. C'est mieux le son, merci. Je t'en prie. Le combat, le 3 mai. Donc, cette annonce de main event de l'UFC 300, ce qui courait en rumeur, il y avait Chandler contre McGregor, il y avait McGregor contre Diaz, il y avait Poatan contre Thomas Spinal, il y a eu Belal Muhammad contre Leon Edwards. Et là, on nous sort Poatan contre Jamal Hill. Non, non, non. Pour headline le UFC 300, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Il y avait plein d'autres fights. Même ça, par exemple, je sais pas, je l'aurais mis en co-main ou alors sur la carte principale, mais je l'aurais pas mis. C'est pas le banger. C'est pas le banger justement que pour l'UFC 300, un main event, c'est pas possible. Donc il faut rappeler, alors Jamal, c'est un mec qui était arrivé par les Dana White Contender Series, qui avait distribué des gros KO. Euh, et il s'était emparé de la ceinture. Il avait dû... Alors c'est quoi le mot en français? Relinquish, la ceinture, la rendre, bref, parce qu'il s'était pété il s'était pété le tendon d'Achille. Au final, même Dana est déçu du main event. Ouais, putain, j'ai l'impression que même lui il l'a dit, tu sais, il est sans conviction le truc, quoi. Et donc là, on se retrouve avec ce combat-là. On se retrouve avec ce combat-là qui, pour moi, ce combat, il est pas sexy, quoi. Ce combat, il est pas sexy. Alors, Poatan, oui, c'est un nom. C'est un nom pour un main event pour le FC300, mais si tu le match contre un Thomas Spinal, contre un Adesanya, ou voilà. Mais en fait, Jamal, c'est pas possible.
C'est pas possible. Et surtout, alors il y a un truc très très bizarre, c'est que Hill, il s'est donc fait rupture du tendon d'Achille il y a même pas un an. Il l'a fait en juillet dernier, si je dis pas de bêtises. Donc là, le combat de l'UFC 300, ça sera en avril, donc dans 2 mois. Mais ça ne laisse qu'une récup de 10 mois. Même pas, 9 mois. Ouais, bref. Allez, 9-8 mois, un truc comme ça. Je sais pas si c'est du déjà vu ça. Comment tu fais ton son est 10 sur 10. Merci. Comment tu fais pour récupérer d'une rupture de tendon d'Achille en si peu de temps en fait? Le truc va repéter, enfin, c'est comme ça quoi. Alors, attendez, j'essaie de lire dans le chat ce que vous dites, parce que j'arrive pas à comprendre. Surtout que cette blessure, c'est chaud apparemment. Ah oui, oui, c'est très très chaud. Hein. Rupture de tendon d'Achille, c'est une blessure relativement grave. Donc normalement, allez, à 6 mois, 7 mois, tu commences juste à, allez, je dirais, à réathlétiser le truc, machin, mais là, tu dois aller headline un main event avec ça, c'est... Même avec du secret juice, tu récupères pas comme ça du tendon d'Achille. Hein. Moi, pour moi, ce main event, ça sent vraiment le fiasco. C'est... L'UFC donne plus d'importance au light heavyweight et heavyweight, alors qu'il y a des combats plus intéressants à faire dans les autres KT. Plus intéressant sur d'autres UFC, pour des main events du UFC Fight Night ou d'autres numérotés, mais en fait pour le 300, voilà, tu sais, en général, les poids lourds, les light heavyweights, ça va toujours faire un peu plus vendre parce qu'il y a possibilité de KO beaucoup plus grande. Au pire, il pourra plus marcher, pas grave, ouais. Non, franchement, je sais. Faut pas qu'il nous fasse une Connor et qu'il se blesse en plein round parce que ça n'a pas assez guéri. Et franchement, ce serait. Alors, je lui souhaite pas du tout, hein, mais ce serait quelque chose de relativement probable, ça. Un joueur de foot américain se les a fait en septembre et pouvait jouer en décembre. J'ai jamais entendu parler de ça. Attends, tu vas me dire que le mec en 3-4 mois, tendon d'Achille, rupture. L'UFC a proposé à John Jones qui était blessé 6 mois après elle. Donc, ouais, non, mais il faut resituer les choses. Les mecs, ils sont sur des blessures quand même graves. On parle d'arrachement, on parle de rupture. Et c'est des trucs qui prennent vraiment de temps. Regardez, moi, là, quand je me suis fait le biceps, j'ai mis, avant de récupérer mon bras, les capacités aussi sportives du bras, les sensations, etc. Un bon 1 an. J'ai mis au moins un bon 1 an, quoi. Ou le gros juice plus Picou spécial NFL. Peut-être, peut-être. J'ai pensé quoi de Costa contre Whittaker? J'ai pensé que c'était un très beau combat. C'est vraiment un super beau combat et décision logique des juges. Et que Costa a un menton en granit. John Jones, c'est beaucoup trop tôt pour reprendre. Après, John Jones, il a dit, il a quasiment plus de... Enfin, il a quoi? Il lui reste peut-être 2-3 combats à faire. Et que justement, comme c'est la fin de carrière, il veut pouvoir tout donner à 100% à chaque fois. Et pas arriver avec voilà, un truc qui n'est pas guéri et ne pouvoir donner une performance qu'à 70-80%. Quoi. J'ai regardé Takeru Superlek et c'était un combat de fou furieux. Un combat de fou furieux et Superlek a fait un super beau travail aux jambes. Et Takeru, il a montré un cœur de malade mental. Hein. Et il m'a même fait espérer justement qu'il termine Super Leg quand il l'a fait friser avec le travail au corps. Là. Je crois que c'était au deuxième round, un truc comme ça. J'ai perdu 500 pour Costa, j'ai pleuré devant la décision. Ouais, mais décision juste. Décision juste. Et Kevin Jousset, on n'en entend pas parler. C'est vrai. C'est vrai, on n'en a pas beaucoup entendu parler ces derniers temps. Je pense pas qu'il soit blessé. Sûrement en attente de match-up.
Alors, Imavov, tu le vois gagner contre Costa ou Whittaker. Alors, Nassour, pour moi, en termes de vitesse, de précision, il est beaucoup plus haut que Costa. Par contre, en termes de puissance, il est en deçà. En termes de menton, Costa est largement plus haut que Nassour. Je verrai ni l'un ni l'autre aller chercher la lutte. Par contre, après, pour moi, Nassour reste je vais pas dire un petit 84, mais voilà, si tu le mets en face d'un Costa, Costa limite lui rend 2 KT au-dessus, tu vois. Donc ça serait vraiment chaud pour Nassour, mais pas impossible, Après, ce qui me tenterait plus, ce qui me botterait plus, ce serait Nassour contre Whittaker. Ça serait un beau combat, je pense. Donc voilà par rapport à tout ce qui était UFC. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre dans le paysage du MMA français? Ah ouais, deux choses. Euh, Est-ce que vous avez vu donc ce crossover, excusez-moi, ce crossover entre Cédric Doumbé et Karl Amoussou. C'est un truc que j'ai trouvé super cool. Euh, En fait, que ce soit Baki ou Doumbé, ils ont beau dire sur les réseaux qu'en gros ça va être un combat facile ou qu'ils vont l'éteindre de telle ou telle façon. Les mecs, par les choix qu'ils font, on voit qu'ils prennent les choses très au sérieux et qu'ils ne sous-estiment en aucun cas leur adversaire. Baki avait ramené le... Alors j'ai complètement oublié son nom et son prénom, si jamais vous pouvez me le dire dans le chat. Avait ramené 4 fois champion du Glory en welter, si je dis pas de bêtises. Et Cédric a ramené donc Karl Amoussou. Karl, un des meilleurs judokas qui a réussi à transitionner justement, qui a réussi à appliquer son judo au MMA. Voilà, Baki est un judoka. Baki fait la même chose aussi. Il utilise beaucoup son judo en MMA. Et alors voilà, pour préparer, Doumbé il a fait appel à Karl. Et j'ai trouvé cette connexion vraiment super cool. Andy Semeler. Merci Ninja, c'est ça. Doumbé s'entraîne clairement au balayage de judo. Non, franchement, c'est une connexion super cool. Et en fait, moi, j'aime beaucoup voir justement quand il y a de l'entraide comme ça. Tu vois des combattants vraiment de top niveau faire appel à d'autres combattants de top niveau justement pour préparer leur combat. À l'image de Saladin et de Benoît par exemple. Et de Baki et Andy Semeler. Et voilà aussi de Karl et de Doumbé. Qu'est-ce que vous pensez de cette connexion? Et d'ailleurs, petite question. Est-ce qu'une interview de Karl vous botterez? Dites-moi. Parce que je pense qu'il sera probablement... chaud pour la faire, mais si une interview de Karl Amoussou ça vous parle, moi je la ferai avec très 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 grand plaisir. Ils sont intelligents des deux côtés. Ils ne laissent rien au hasard. Oui, de Rem. Yes, clairement interview de Karl avec plaisir. Eh ben on va faire ça. Je vais contacter le frérot Karl. Il est où Mathieu? Mathieu, je l'ai perdu en Bulgarie. Non, Mathieu, il a eu un empêchement pour ce soir, mais on le retrouvera dès dimanche prochain. Oui, à fond, un ancien du gaz, du game, peut-être tu voulais dire comme Karl. On a Thomas Loubersan qui aide souvent en lutte, je crois. Ouais, Thomas, Thomas, déjà, il était énormément sur le... Bah oui, parce que j'avais fait le camp avec lui, justement. On avait fait le camp de Karl ensemble. Thomas avait pris les rênes, justement, du camp de Karl. Thomas, là, était rentré aussi dans le camp de Nassour. Il avait énormément aidé en tout ce qui était en lutte et sol. Est-ce qu'on a fait un débrief de son combat la semaine dernière ou il n'était pas là? Alors, on n'a pas fait de live la semaine dernière. On a fait une vidéo qui est dispo sur Karate Bushido Plus,
justement, où je l'ai interviewé Mathieu pour lui demander son ressenti, même qu'il nous parle de toute la fight week, du combat, etc., de la fin du combat aussi. Et voilà, si vous avez d'autres questions, enfin plus de questions, vous pourrez lui poser la semaine prochaine, dimanche prochain. Le Wi-Fi est très lent en Bulgarie. Du coup, c'est quoi la blessure qu'il a eue et comment? Donc je redis, il a eu une infection au niveau du pied, au niveau de l'orteil. Quand il est arrivé en Bulgarie, c'est vraiment une sale gueule. Et donc il s'était fait la petite blessure, c'était le jour du combat. Et voilà, la cage, les vestiaires, tapis d'échauffement, etc. C'est vraiment pas le truc le plus clean au monde. Donc tu chopes facilement des trucs, c'était une petite coupure et malheureusement il a chopé un truc. Donc dès qu'il est arrivé en Bulgarie, il a dû aller à l'hôpital parce que son pied, son orteil s'était infecté. Et, voilà, ouverture en deux, mèche, antibiotiques et compagnie quoi. Je t'en prie. Si jamais vous avez des questions d'ailleurs que vous souhaitez que je pose à Karl, n'hésitez pas à me le dire dans le chat ou m'a envoyé un DM justement pour que je mette ça sur papier et que je puisse les poser à Karl. Merci beaucoup, je vais mater ça. J'espère qu'il y aura encore votre jeu d'acteur pour les sponsors et placements de produits. Ah, c'était compliqué ça. C'était pas le meilleur jeu d'acteur du monde. Hein. Donc ouais, une connexion super cool. Franchement, de voir Karl et Cédric, c'était vraiment cool. Et moi, de toute façon, la seule chose que j'espère, c'est de voir un super beau combat le 7 mars entre Baki et Doumbé. J'aimerais que ça ne se termine pas en 9 secondes, et je pense vraiment pas que ça se termine en 9 secondes. Parce que j'aimerais limite voir une décision pour voir tout ce que les gars ont vraiment au fond d'eux, quoi. Est-ce que l'infection pourrait influencer son combat? Non, 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 parce que l'infection, enfin, si tu veux, il s'est coupé le jour du combat, mais ça a été que les jours suivants où ça a pris une sale gueule, quoi. Mais rien, ça a rien influencé, non. Mathieu, il était en super forme. Hein. Il était vraiment en super forme. En vrai, son avis sur le grappling de Doumbé, sans donner des infos, ce qui est logique, sur la stratégie pour le combat, etc. Ce serait cool. Si Cédric a bien progressé en lutte, Baki est mal. Je suis d'accord avec toi. Et toi, comment vas-tu? La suite pour Benoît, Mathieu et toi. Il y a des combats, prochains combats, ceinture, change d'orga ou autre. Alors, je vais. Enfin, je vais faire une. Je vais m'exprimer, mais un tout petit peu, parce que je laisserai les protagonistes s'exprimer. Benoît, lui, de toute façon, ce qui arrive, c'est Dustin Poirier. C'est Dustin Poirier le 9 mars à Miami. Là, il est en Bulgarie. Il est en Bulgarie, donc avec Daniel et tout le reste de l'équipe pour un, avec Romain Debienne. Romain Debienne, d'ailleurs, qui a signé au PFL, aux US, et qui fera ses débuts très prochainement au PFL. Il y a aussi en Bulgarie avec lui Thomas Glo, Paul Marconi, donc gars de Bordeaux et de Biarritz, qui vont combattre sur la carte d'Hexagone à Poitiers le 15 mars. Il y a aussi Gaëtan Trena, il y a Axel Alfandari, qui a eu un gros palmarès en amateur et qui a fait ses débuts en pro et qui a gagné par high kick au KOF. Qui c'est qu'il y a d'autres? Il y a Ilyes Tiroun. Vraiment, il y a du très beau monde il y a du très beau monde pour ceux qui ont l'entraînement en Bulgarie. Mathieu, lui, la suite. Alors, je vais pas m'exprimer, confirmer à 100% pour lui, mais voilà, de ce qui est dans les dires, il y a soit une revanche contre Alexis Fontes, mais ça, c'est vraiment une supposition. Hein. Il y a l'unification de ceinture contre Laïd Zerouni. Voilà. Je sais pas ce qu'il va décider, j'en ai aucune idée. C'est vraiment les probabilités qui sont sorties. Et pour moi, c'est concentré sur le Japon, le Deep MMA à Tokyo.
Tu as commencé par quoi comme sport de ton côté? J'ai commencé par quoi? Judo, karaté, j'ai fait de la natation, j'ai fait un peu de foot, tout ça, tout ça. D'ailleurs, concernant Mathieu, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Car j'ai pas vu de doigt dans l'œil, c'était son orteil qui lui est rentré dans les yeux. De ce qu'on a vu sur le replay, Alexis donc déjà été marqué au niveau de l'œil droit parce que Mathieu avait mis un gros crochet en contre en sortie. Et sur le replay, justement, on voit que quand Alexis est au sol en train de garder les jambes de Mathieu en lutte et que Mathieu donc se relève, il y a son talon qui vient frapper dans l'œil. Moi, c'est tout ce que j'ai vu, c'est tout ce qu'on a vu. J'ai pas vu après de doigt dans l'œil, que ce soit au moment du clinch contre la cage, au moment de la tentative de clé de talon, clé de cheville d'Alexis. Moi, j'ai vu zéro doigt dans l'œil. Laïd va pas être dispo prochainement vu qu'il fait le KSW Paris. KSW Paris, je crois que ça sera en avril. Et c'est vrai que voilà, s'il veut unifier la ceinture avec Mathieu, ça va pas être avant un bon moment. Alors ma compète à Tokyo, c'est les règles unifiées ou les règles Jap? Bah, il me semble que c'est les règles unifiées, mais j'ai un petit doute en fait sur. Alors je pense pas qu'il y ait de penalty. Je pense pas qu'il y ait de penalty, mais oui, il va falloir que je check les règles quand même. Mais je crois qu'il y a les coups de genoux au visage au sol. Il me semble. Hein. Il me semble que les règles du dip étaient un chouïa différent, ouais. Mais sinon, après, ouais, il y a coude, enfin, il y a tout ça, quoi. Et Carouche, ça serait me dire, putain de merde, qu'est-ce qu'il est en train de raconter, là? Tu viens de sortir ton menu de ce soir. Et tu t'étonnes, t'as un physique average, même si t'es sous TRT? Bordel. Alors, Thomas Lubersan a dit dans une interview que Baki, c'était vraiment fort en lutte, et même au sol. Par contre, mauvaise nouvelle pour lui, si Cédric travaille avec Karl. Bah, chacun prend des sparring partners, chacun prend des équipiers qui vont leur permettre justement de contrecarrer l'adversaire en question. Quoi. Moi, je trouve ça vraiment super intéressant. Hein. Faut t'entraîner en sachant ce que tu peux faire, Gab. Bah, après, oui, enfin voilà, la seule chose qui changerait, ce serait par rapport au genou, au visage. Euh, oui, alors, ça peut changer quand justement tu te fais lutter et que c'est toi qui est collé contre la cage. Euh, mais sinon, voilà, pas de gros changements, quoi. Bah, c'est quoi aussi tes questions Icarou? Qu'est-ce que tu demandes à Ibra, toi? J'ai une petite question à vous poser par rapport en termes d'équipement. Je cherche des coudières. Des coudières. Alors, l'idéal, ce serait les coudières de la marque CSI, les Combat Sport International. C'est les coudières qui sont bleues. Enfin, on les voit énormément sur plein de combattants. Et potentiellement le même set de genouillères aussi. Si vous avez un site où les commander, parce que il me semble que sur le site de CSI, ils ne livrent pas à l'étranger, enfin ils ne livrent pas en France. Et sur Amazon, les coudières doivent être à 150 balles, bref, une arnaque totale. Donc si jamais vous avez un plan, j'ai vu autrement, je crois qu'il y a... Moi je vends une Clio 5, putain les mecs. Non, non, sérieusement, hein, sérieusement, parce que je cherche de l'équipement et surtout sur les coudières, parce que les seuls coudières sinon qu'on peut choper, c'est des trucs un petit peu dégueulasses en mousse, genre Venom ou Adidas, mais c'est vraiment de la dope quoi. Si vous avez des bonnes marques de coudières, je veux bien. Cédric devrait prendre un sparring partner sur le être humble. Au début, j'ai du mal à comprendre ta phrase là. J'aime bien RDX. Est-ce que RDX font des coudières? Motivasense. Continue Gab, j'aime vraiment bien ce que tu fais. Très gros merci Motivasense.
Je suis pas sûr que RDX font des coudières, ou alors s'ils le font, je pense que c'est... Moi, c'est vraiment des coudières en, genre en néoprène avec des coudières coquées que je cherche, mais que je ne trouve pas. Du coup, pas le droit de parler de manga. Euh, Si, mais on le fera sûrement sur mon live, sur ma chaîne à moi, parce que là, je pense que... Ah, après, si c'était des mangas de combat, on pourrait parler de mangas de combat. D'ailleurs, ce serait peut-être cool à voir s'il n'y a pas une maison d'édition avec un super manga de combat dans leur catalogue, qu'on puisse parler justement sur la chaîne de KB, parce que même Mathieu, justement, kiffe ça, et on pourrait peut-être vous en faire gagner, je sais pas, ouais, ce serait bien un truc cool comme ça, là. Alors, je tourne à combien de kilos? Car j'ai l'air d'être affûté à l'année. Alors, je suis en général à 4, allez, entre 86 et 88. Après, oui, ça fait que je reste affûté. Ça doit faire. En fait, j'ai l'impression que mon physique, il a pas bougé. Ça fait 10 ans que j'ai le même physique, tu vois. Donc, oui, je reste affûté à l'année. Alors, je reste avec un taux de body fat, un taux de matière grasse, on va dire. J'aime être découpé, oui, mais tu sais que quand tu es découpé sur une, vraiment trop découpé sur une trop longue période, etc., bah t'as plus d'énergie, t'as plus de libido, t'as plus rien. Moi, c'est vraiment, j'ai l'impression le bon équilibre entre être sec comme je veux, si tu veux, sans que ça me taxe trop niveau énergie, hormones, tout ça. Est-ce que tu as des nouvelles sur le combat de Ibra contre Greg? Non, il n'y a rien qui est sorti pour l'instant. En vrai, il y a Brian de Fight Mind, qui a une marque d'équipement très qualitative et étudiée pour le MMA. Brian, est-ce que tu parles de Brian Boulan, le belge? Parce que si c'est lui, je crois que j'avais vu une paire de gants qui proposait de MMA et qui était vraiment nickel, nickel. Je ressemble à Baki. Et c'est pas la première fois qu'on me le dit. Il y avait même un mec. Ça a été un moment de gêne total. Donc on était avec l'équipe de KB à une soirée organisée par Royalties. Et il y a un mec, j'étais au buffet, en train de taper le buffet tranquillement. Il y a un mec qui vient me voir, il fait Hé, c'est toi Baki? Je le regarde, je dis Bah non, non, c'est pas moi. Il me dit T'es sûr que c'est pas toi Baki? Bah ouais, et il était tellement déçu le mec, mais j'étais là, je dis Mais à quel moment je suis Baki? Enfin, à quel moment je ressemble à Baki quoi? Un moment très très gênant. Pour les coudières, tu peux demander au peloton de CRS. Ouais, ce serait des bonnes coudières ça, hein. Ok, je regarderai Chéri du coup pour la marque de Brian, ouais. Comme si un mec qui t'arrête dans la rue, oh le combat contre Doubé, tu fais le gagner. Non, mais franchement, c'était la même vibe. J'étais trop gêné, et pour moi et pour lui. Tiens, en parlant de livres, est-ce que tu as lu le livre de Tim Kennedy? Je l'ai acheté, c'est énorme. Oula, attends, il y a un truc qui s'est éteint. Bon, j'ai une lumière qui m'a lâché. Non, j'ai pas lu le livre, j'ai pas lu le bouquin. J'ai vu que Benoît avait fait la préface aussi, mais j'ai pas lu le bouquin. Mais ça pourrait être vachement intéressant, ouais. Alors Edem, de quoi est-ce qu'on parle? Alors on parle d'une Clio à 5 à vendre. Doumbé versus BSD, qui est le favori? Euh, Bah Benoît en termes d'expérience, en termes de tout en fait. Messieurs, dames, avant qu'on se quitte dans quelques minutes, est-ce que on va ouvrir la petite session, voilà, questions-réponses, tout n'importe quoi, c'est libre, je vous laisse y aller. Et je répète, donc pour ceux qui n'ont pas vu, sur la chaîne de Karaté Bushido, la toute dernière vidéo qui est sortie, c'est sur les insides du combat de Mathieu, où on voit sur la Fight Week, cutting, pesé, vestiaire, l'après-combat, tout ça. Et pour compléter aussi la vidéo, sur la chaîne de Karaté Bushido Plus, nous avons une longue interview de Mathieu, qui revient justement sur tous ces moments en détail.
Et nous retrouverons aussi dimanche prochain. Bah là, normalement, il y aura Mathieu qui sera à mes côtés. Je combats quand? Le 3 mai, normalement. Le 3 mai. Est-ce que je joue aussi à un peu de jeux de combat? Street Fighter, Mortal Kombat ou pas du tout? J'ai saigné à mort Tekken. Street Fighter peu parce que c'était quand même compliqué en termes de combo. Mortal Kombat un petit peu, ouais, mais vraiment mon jeu de prédilection en termes de jeu de bagarre, c'est Tekken. Franchi, le 3 mai. Le 3 mai. Shérif, je pourrais pas te répondre. J'en ai aucune idée. C'est pas quelque chose que je regarde plus que ça. D'ailleurs, est-ce que quelqu'un a testé Tekken 8? Parce qu'apparemment, le jeu est colossal, hein. Est-ce que je pense que Topuria va rester champion longtemps? Non, pour moi, non. Je pense qu'il n'aura pas une carrière à la Volkanovski. C'est qui ton adversaire? Je ne sais pas encore. Et dans quel orga? Le Deep MMA. Deep, organisation japonaise qui existe depuis 2001, où il y a déjà eu, bah, je crois d'ailleurs, Cyril Diabaté qui a combattu. Euh, voilà, c'est avec le Pancrase, deux organisations qui sont vraiment de longue date au Japon. Mais je suis trop hype pour DBZ Budokai 4. Ah ouais, c'est vrai que la bande-annonce, elle est sexy, hein. Franchement, c'était... Je suis sûr sur Tekken, tu joues Kazuya. Non, non, non. Je joue en priorité Yoshimitsu. Yoshimitsu, Brian, Jack. J'ai bien aimé Marduk aussi, justement avec l'aspect Valetudo. Tu sais s'il y a un canal de diffusion pour ton Fight Gap? Alors je pense que le Deep diffuse. Je sais pas si c'est du pay-per-view, je sais pas si c'est sur YouTube, mais il me semble qu'il diffuse. Pourquoi je privilégie la compétition au Japon? J'avais vu un commentaire sur YouTube qui m'avait fait doucement sourire. J'ai dit ah le bâtard. Parce qu'il disait ouais, Gab il préfère la compétition au Japon parce qu'il y a moins de tests antidopage là-bas. Enfoiré, voilà. Voilà, ça c'est dit. Non, rien à voir. Pourquoi le Japon? J'ai l'opportunité là actuellement de combattre en France. Disons qu'aujourd'hui, pour moi, je vois la vie comme une aventure, si tu veux. Et donc, tu as l'objectif, tu vois. Et en fait, tu as tout le parcours pour arriver à l'objectif. Qu'est-ce qui me fait vibrer le plus, par exemple? Imaginons, je sais pas si c'est à Paris ou même dans ma ville à Poitiers. Est-ce que c'est de prendre le train, je fais 1h30 de train, je vais me taper en France et basta? Ou est-ce que je vais dans un pays bah, totalement étranger, où je parle pas la langue, que j'ai quand même regardé en grandissant, tu vois, j'ai regardé le MMA japonais, ça fait combien de temps maintenant? Ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans. Si tu veux, c'est tout le parcours justement qui fait que pour moi, ça apporte quelque chose en plus. Ça a une saveur différente, tu vois. Ouais, je sais pas, là tout de suite comme ça, alors c'est une question que je pourrais préparer pour bien élaborer, mais ouais, il y a une saveur particulière. Tu vois, de me dire, ouais, je suis allé me taper à Tokyo, je suis allé me taper à Tokyo, pour moi, à l'intérieur, ça... Je vais pas dire c'est plus sexy de dire ouais que je me suis tapé, je sais pas, à Montpellier ou au Mans ou un truc comme ça. Euh, mais voilà, c'est le Japon, c'est mon truc, c'est mon rêve à moi. Il y en a pas beaucoup d'ailleurs. Ça m'avait fait rire parce que je savais pas du tout. Mais Romain Debienne, d'ailleurs je pense que ça va encore être son rêve. Mais on a exactement le même rêve en soi, tu vois, par rapport au Japon. D'ailleurs, il était à Tokyo pendant 2 semaines. Il y a quoi? Il y a quelques jours là. Alors les 77 au Japon, il y a moyen de faire des bons résultats et de prendre des ceintures. J'ai étudié fortement les KT Welter, que ce soit au Deep ou au Pancrase, ouais.
En 70-66, c'est mort, il y a trop de concurrence. Par contre, ouais, sur ces petites KT, c'est costaud, costaud. Est-ce que Daniel va t'accompagner au Japon? Non, Mathieu, normalement, oui. Es-tu fan de Bass Routen? Quand même, quand même. Et tu vises quelque chose après ton combat. Je fais déjà mon combat en priorité. Ça sera, là, c'est la chose que j'ai en tête en number one. Effectivement, c'est plus sexy de dire je combats à Tokyo. Bah, même au-delà du fait que ce soit sexy ou pas, voilà, comme je dis, tu vois, c'est vraiment l'aventure. Moi, je veux tout vivre de façon comme une aventure, comme si c'était un film. Et voilà, aller dans un pays étranger, à des milliers, des milliers de kilomètres, alors que tu apprécies la culture, mais dont tu parles pas la langue. Il y a toute une atmosphère, toute une ambiance. Parce que j'ai vu justement un événement de MMA quand j'étais allé à Osaka. Et ouais, c'est vraiment une atmosphère particulière. Le Tokyo Dome, c'est autre chose que celle de Tours, Non, après, si je me tape, ce sera pas au Tokyo Dome. Mais ça reste. Il me semble que le Deep fait des événements dans une salle japonaise qui s'appelle le Korakuen Hall. Et cette salle, elle est un petit peu mythique, on va dire, parce qu'il y a de très très gros combats, que ce soit par rapport au Shuto, par rapport à des combats de boxe anglaise. Euh, c'est une salle mythique au Japon pour le sport de combat. Alex, c'est pas mon ref, Alex, c'est pas mon cousin, et Alex, il est pas de ma famille. T'imagines, Berfouz, t'imagines. Alors, ça sera en soi, Etowait, pour te répondre. Sur Tapology, Sherdog, ça sera référencé comme mon quatrième, mais en soi, ça sera mon premier combat pro, en fait. Ce sera vraiment mes débuts en MMA professionnel, parce que les combats que j'ai fait avant, qui sont référencés, pour moi, ça reste des combats amateurs. Parce que c'était en pancrace, parce qu'il n'y avait pas de frappe au sol. Donc voilà. Est-ce que je pense que Islam et Shimaev sont des fraudes? Non, pas du tout. La vie, c'est pas un film. Ça dépend comment tu la prends. Les sports de combat, c'est pas juste des gros bras. Bah, je suis d'accord avec toi. Pour ton combat, tu dois faire un cutting. Ouais, je devrais faire un cutting parce que c'est 77 et là donc je pèse 87. Le deep, j'espère que c'est vraiment une organe de MMA. Bah écoute, je te laisse checker. Hein. Je te laisse checker. Tu tapes Deep MMA Japan et tu verras que c'est une bonne et belle orga. Alors pourquoi ils ont appelé ça Deep par contre, j'en ai aucune idée. Je suis en train de bugger sur ta phrase, Jay. Les sports de combat, c'est pas juste des gros bras. Élabore, s'il te plaît, parce que. Quel est ton préféré manga? Quel est ton manga préféré? C'est complexe, hein. Bon, il y a les deux déjà qui sont hors catégorie, qui sont Dragon Ball et One Piece. Après, je pourrais te faire un top 5, mais c'est pas vraiment dans l'ordre, hein. Enfin, il n'y a pas d'ordre, mais. Parce que là, en plus, j'en ai devant les yeux. Bah, il y a GTO, il y a Gantz, Berserk, Coq de combat. Euh, My Hero Academia, Jujutsu Kaisen, je sais pas, il y en a vraiment plein, quoi. C'est de sortir de ta zone de confort au Japon. Ah ouais, bah là, je sors totalement, hein. Je sortirai totalement. Team Pride ou Team UFC? Pride. Pride. Comment as-tu été approché pour combattre là-bas? Bah, c'est le travail avec mon manager, donc Resilience Sport Management, où on a démarché justement les orgas japonaises. Je vais faire combien de combats après celui-ci? Le plus que je pourrai. Je vais d'abord faire celui-ci, voir comment ça se passe, et puis après on verra. Rien à voir, mais j'aime bien le Freezer et le Luffy derrière toi. Gab, quel est ton top 3 greatest fighter of all time? Ça aussi, encore une question compliquée, hein. Moi, en grandissant, les combattants que j'ai vraiment pris pour idole,
entre guillemets, il y a eu Sakuraba, Kazushi Sakuraba, il y a eu Kevin. Alors, c'est pas les mecs les plus. Tu sais, avec les meilleurs palmarès et compagnie, mais c'est vraiment les mecs qui m'ont marqué. Et de par ce qu'ils ont fait techniquement, en termes de cœur, en termes de fight qu'ils ont proposé, tout ça. Donc, Sakuraba, Kevin Randleman, deux japonais du team T-Blood, à savoir Tatsuya Kawajiri et Mitsuhiro Ishida. Des mecs qui tapaient fort au Pride et au Pride Bushido. Il y a eu qui d'autre? Tarek Safieddine. Et voilà. Est-ce que j'ai eu l'occasion de tourner avec Anthony Rea? Non, j'ai pas eu l'occasion. Est-ce que je m'entraîne souvent avec Henri Tran et Bastien, a.k.a. Asiatomique? De temps en temps. Souvent non, mais de temps en temps. Dès que je vais sur Paris, voilà, on se contacte, on se fait une session, que ce soit du pied-point avec Bastien, du sol avec Henri au Maccabi. Tu en as pensé quoi du combat de Rinya hier, si tu n'en as pas parlé, bien sûr? Alors Rinya, j'ai oublié son nom de famille, japonais qui vient de la lutte, qui est rentré à l'UFC par le Road to UFC, justement, truc qu'ils ont fait en Asie pour un peu un Dana White Contender Series, mais avec à la clé justement un contrat à l'UFC. Bah, une lutte formidable, hein. Et une lutte formidable, il est invaincu. Euh, je pense que c'est un bon espoir pour la KT, ouais. Salut, est-ce que partir combattre dans un pays aussi étranger que le Japon diminue l'appréhension de la défaite? C'est une phrase intéressante ce que tu dis là. C'est une question intéressante. Euh, Potentiellement, j'ai l'impression. Tu sais, je me suis dit que si je combattais en France et surtout dans ma ville, j'aurais même plus de pression que d'aller combattre à l'étranger. Donc, pour te répondre, en soi, je pense que oui. Je vais faire un training camp. Ouais, je vais faire un training camp, ouais. J'ai dit ça comme ça, comme je t'ai dit précisément, faire ça toi. Merci Jay. Pas de souci. Gab à l'arrêt, est-ce que c'est possible? J'ai pas le. Je pense que j'ai pas le niveau. J'ai pas le niveau actuellement. Je dois y aller. C'est tout le monde et merci pour live. Merci Julien. Merci d'être passé et bonne soirée à toi. Est-ce que les orgas japonaises respectent les combattants sur la rémunération? Non. Enfin, c'est pas une histoire de respect ou pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu vas combattre au Japon, sauf si tu vas te taper au Rising, en fait, comment les combattants, surtout étrangers, font des thunes en combattant au Japon, c'est surtout par rapport aux sponsors. Au Japon, ça fonctionne énormément aux petits sponsors locaux. Donc tu vois des mecs avec leurs shorts qui sont criblés de sponsors. Tu as genre 10-15 sponsors en tout petit, des petites lignes. Parce que voilà, ça va être, je sais pas, le boucher du coin, ça va être le carrossier du coin, etc. Et c'est comme ça, souvent, qu'ils vont faire de la thune. Parce que les organisations japonaises, comme mon pote Jap, il m'avait dit, Japanese events are poor. Les organisations japonaises sont pauvres. Il n'y a pas de thune. Il n'y a pas de thune. Je sais très bien que c'est un projet sur lequel, clairement, je vais perdre des sous. Mais c'est mon projet de cœur. Donc c'est pas grave. C'est pas grave. C'est mon rêve. Je vais perdre de l'argent sur ce rêve, mais c'est pas grave. Je vais accomplir ce que je veux faire depuis des années. Sakuraba, c'était une dinguerie. Les plus beaux takedowns pour ma part. Ah, Sakuraba. C'est qui le gars le plus fort avec qui t'as sparé? Mon collègue qui est Mathieu Leto Duclos. Le plus fort. Ouais. C'est vraiment mon némésis en sparring, hein. Grand, striking de fou furieux. Très solide physiquement. Pour moi, c'est... Ouais. Je dirais que c'est Mathieu. Les Chinois commencent à être solides aussi. Oh, il y a un Chinois d'ailleurs qui a mis un KO hier. Je crois que c'est contre un Brésilien. Sur un magnifique enchaînement. Je crois qu'il lui a fait jab, cross et il l'a terminé avec un crochet du gauche. Magnifique. Magnifique. Je suis d'accord, une belle défense de soumission. Son nom c'est Nakamura. Merci Evan. Salut, pas trop déçu que Mathieu finisse ses mecs au premier round. Il y a c'est pas une déception, j'ai eu de la frustration et ça me faisait chier pour Mathieu, si tu veux, que la victoire soit pas aussi éclatante qu'elle aurait dû être pour lui.
Si tu te donnes à fond au Japon, le public est connaisseur et conciliant. C'est exactement ça. En fait, au Japon, d'ailleurs, on le voit, en général, pour rentrer dans les grosses orgas, les plus grosses orgas, il faut avoir un palmarès déjà en positif et un palmarès solide. Si tu veux rentrer à l'UFC, au Bellator, au PFL, etc. Quoique le Bellator, c'est un peu moins regardant. Au Rising, t'as des mecs qui combattent, qui sont en négatif. Genre, je sais pas, les mecs qui sont à 8-12, 8-13, tu vois. Normalement, ça, jamais tu te dis ça va rentrer dans des gros orgas. Mais, comme c'est des mecs qui font des combats spectaculaires et en fait qui sont all out, ils donnent tout. Ils donnent tout leur cœur. Et ben les mecs, ils sont matchés au Japon. À partir du moment où tu fais des perfs, enfin où tu viens pour ne pas faire ce qu'on appelle du lie and pray, c'est-à-dire tu restes à lutter le mec, tu t'allonges sur lui, tu fais pas de dégâts, tu fais rien. Ça, les Japonais, ils en veulent pas en fait. Ils veulent des mecs qui sont là pour montrer l'esprit un peu l'esprit du samouraï quoi. C'est-à-dire je viens, quitte à canner et à sortir mort sur mon bouclier, c'est pas grave. Mais je viens. Qu'importe ton âge, qu'importe ton palmarès, ils veulent des mecs qui sont là pour se donner quoi. Mais Leto, c'est un middle, t'es un welter. Bah, tu sais, j'ai déjà sparé avec des mecs plus lourds que moi, et ça m'a pas fait la même sensation. Mathieu, c'est vraiment. C'est Mathieu, quoi, bordel. Seras-tu sponsor par Raptor pour ton combat? Bah oui. Grosse force à toi pour ton combat. On compte sur Mathieu et toi pour nous partager l'immersion. Merci beaucoup. Et yes, ça sera fait. Et t'as encore tes deux yeux. Ah, le bâtard. Faut que tu demandes à avoir Jérôme Le Banner dans ton coin pour le Japon. Là, tu serais un dieu et il pourrait te dire oui si ça se trouve. Bah, il m'avait déjà filé un petit coup de main par rapport au Pancrase. Mais peut-être qu'il sera là à Tokyo au moment où j'y serai. Hein. Ça serait ouf. Hein. Est-ce que j'ai vu Frère Sun et House of Ninja sur Netflix? Non, j'ai pas vu. J'ai pas vu. Il a changé Greg MMA. Ouais, il a un peu plus de cheveux, il a les yeux brillants. Brillés. Il a les yeux bridés, la peau brillante, ouais. Je trouve dommage qu'il n'y ait pas assez d'Asiatiques à l'UFC d'ailleurs. À croire qu'ils préfèrent tous combattre dans leur région. La problématique avec les Asiates, je sais pas pourquoi, surtout par rapport aux Japonais, c'est que à partir du moment où ils combattent hors de leurs frontières, euh, ils performent moins bien. Ils performent moins bien. Que si, imaginons, tu avais leur gars qui arrive dans leur pays, ils proposeraient les mêmes mecs et tout, euh, ils performeraient mieux. Mais à partir du moment où ils vont combattre hors de leurs frontières, c'est un peu plus problématique. Je sais pas pourquoi. Oui, magnifique ce chaos, c'était Zang, hein. 1, 2, 3 d'école avec les esquives latérales, le bonhomme en face, à tout prix pleine poire. Attends, c'est pour ça que. Ah oui, Brun, c'est pour ça que tu disais oui, il a call out Pereira après. Ouais, et puis Joe Rogan, il a dit ouais, tempère quand même, tranquille quoi. Mais ouais, c'était magnifique, c'était magnifique. Si jamais je disais grave pour la performance du japonais à l'UFC. Alors, que penses-tu des événements MMA dans des stades? Je ne vois pas trop l'intérêt de voir ça d'aussi loin. En fait, je pense que c'est pour le. Bah, comme on a pu. Je crois que c'était le KSW là qui faisait des 50 000 personnes ou un truc comme ça. C'est pour le. Ah, j'arrive plus à trouver le mot. On va pas dire la beauté, mais pour le. Faire en sorte que l'événement, ok, ça soit un événement qui pèse. Ok, on peut remplir des stades, tu vois. Vraiment, je tirais pas pour l'ego. Alors oui, en tant que spectateur, c'est naze parce qu'il te faut des jumelles, hein, clairement, si tu veux voir le combat, clairement. Après, t'as l'ambiance aussi du stade. Parce que des fois, tu vois que dalle, mais c'est juste en fait l'ambiance par rapport aux gens, par rapport à tout ça, que tu ressens ça, le fait d'être sur place. Sinon, oui, en tant que spectateur, c'est naze d'être au rang je sais pas combien et de rien voir, quoi. Mais après, en tant qu'organisation, si tu arrives à remplir un stade de 50 000 personnes, bah, c'est super cool pour ton ego. Moins défensif, plus en offensive au Japon. Exactement. Quel est ton parcours dans les sports de combat en résumant grossièrement? Bah, combat en pancrace, il y a. Attends, d'ailleurs, Facebook m'a fait un super rappel. M'a dit voilà vos souvenirs d'il y a 14 ans. Ouais, voilà, j'ai combattu sur des galas de pancrace il y a 14 ans. Après des compétitions de grappling par-ci par-là. J'avais fait les championnats de France CFJB en intermédiaire que j'avais gagné. Les régionales aussi, là.
J'avais fait deuxième aussi encore en intermédiaire. Là, la toute dernière que j'ai fait, j'avais fait championnat de France avec la FFL, j'avais fait deuxième en avancée. Là, j'ai fait ma première compète en black belt à CFJB l'année dernière, en avril, c'est championnat de France en adulte, j'avais fait troisième. Et voilà. La hype, voilà, merci, merci pour le mot. Penses-tu que Mathieu puisse évoluer dans sa catégorie à l'UFC? Totalement, totalement. Et toi, quel objectif, hexagone ou autre? Mon objectif pour l'instant, Japon 200%. Prestige aussi, oui voilà. Alors, tu as peut-être répondu, mais où t'entraîneras-tu... Attends, où tu t'entraîneras au Japon et parles-tu japonais? J'avais commencé à apprendre un chouïa le japonais et je sais pas pourquoi d'ailleurs je me suis arrêté en route, mais il va falloir que je reprenne ça. Et où est-ce que je m'entraînerai? Très probablement dans le club où est head coach de MMA, Eli Kerich. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu sur Karate Bushido sur le Instagram, il y a une interview qui arrivera sur Karate Bushido Plus de Eli. Mais sur le Instagram de Karate Bushido, il y a 2 vidéos avec Eli Kerich, justement de la technique de la semaine. Et donc il s'occupe de la Japan Top Team. Il est head coach à la Japan Top Team, l'une des plus grosses teams de MMA, on va dire, à Tokyo et au Japon. Il y a le champion du Rising justement là-bas, Kai Asakura. Donc et voilà, Eli m'a proposé si j'avais besoin justement de m'entraîner quand je serai au Japon, d'aller là-bas. Donc je pense que j'irai là-bas. Sinon, quand j'étais à Osaka, je m'entraînais en principal au Paraestra Higashi Osaka. Est-ce que j'ai pu tourner avec Saladin lorsqu'il est venu être DBSD? Non, non, j'ai pas pu parce qu'ils sont majoritairement restés tous les deux. Il y avait Gaëtan Trena aussi qui a tourné avec eux, mais ils sont restés entre eux. T'as de la chance d'avoir une génétique asiatique, tu fais pas tes 69. Eh, j'ai 34 ans. Bon, bientôt 35, mais ouais, c'est vrai que je fais pas trop mon âge. Alors, est-ce qu'il y a-t-il du grappling professionnel avec des gains intéressants? Alors, il y a du grappling professionnel, oui. Enfin, professionnel. Disons, très haut niveau. En général, par contre, les primes sont pas ouf ouf, quoi. Ils avaient fait ça s'appelait le Quintet au Japon, avec des équipes, justement. Bah, il y avait Sakuraba qui était, on va dire, chef d'orchestre de telle équipe, etc. Ça, c'était une compétition. D'ailleurs, je crois qu'elle existe toujours, hein, peut-être diffusée sur l'UFC Fight Pass, je sais plus. Sinon, après, des compétitions de grappling qui payent, je crois que t'as que la DCC, peut-être le Who's Number One, et encore. Sinon, difficile d'avoir une bonne diète au Japon. Ouais, quand même. C'est compliqué. C'est compliqué. Parce que la bouffe, elle est pas chère, la bouffe, elle est bonne. Euh, Pas mal de fritures, pas mal de panures. C'est un peu complexe. Par contre, je crois que j'avais jamais été aussi sec que quand j'étais allé au Japon, dans le sens où je m'entraînais le matin. Comme il y a 1 milliard de trucs à visiter, bah, j'allais marcher toute la journée. Et du coup, rebelote, entraînement le soir. Même si je mangeais de temps en temps de la merde, j'ai fondu. Je m'étais retrouvé à, je sais plus, 82,5 kg ou un truc comme ça. Mon prono pour Pereira contre Jamal Hill. Jamal, le truc, c'est qu'il a le. Il peut éteindre. Il peut éteindre. Comme à la façon d'un Pereira. Son striking est moins bon, mais il a quand même la chance du puncher. Et on a vu que Pereira, il peut être mis KO. Pereira, il peut être mis KO, donc c'est un petit peu compliqué ce prono, tu vois. Comment tu vas vivre au Japon si t'as pas de revenus? Bah, j'ai des revenus. Alors, super boulot de ta part, tu réponds aux questions sans prétention et sans prise de tête. Tu as un très bon esprit, j'espère que vous allez grimper. Très gros merci, Cap Chef. Très très gros merci. Est-ce que j'ai déjà fait du Muay Thai? Sinon, t'aimerais. Bah, je me suis entraîné, oui, un peu quand même en striking façon Muay Thai, mais après dans un club de Muay Thai pur, je crois que j'ai jamais fait. Il me semble pas. Si, enfin non, oui et non. C'était au Phuket Top Team quand j'étais en Thaïlande à Phuket. Si je devais parier 10 000 € sur Ngannou versus Jones en MMA, Jones. Jones.
Alors, ta motivation Japon, c'est pour revenir plus solide, expérience en France et faire bonne figure, car en France, on est très critique et exigeant. Je pense avoir compris ta question, mais tu sais, je le fais pour moi. Je le fais vraiment pour moi, je le fais pour personne d'autre. Je combats pour personne d'autre que moi. Après, par contre, oui, je peux avoir de la motivation extérieure, c'est-à-dire que ce soit de ma famille, mes parents, ma sœur, mes amis, mais je le fais vraiment en premier lieu pour moi, tu vois. Donc, critique ou pas, là, tu sais, dans cette aventure, ça va être un peu du qui m'aime me suivre, tu vois, donc c'est pour moi, et après, je m'en cogne. Tu sais, c'est... Même là, je vais extrapoler le dire pour tout le monde, mais on vit que pour soi, enfin, en soi, on vit pour soi, on vit pas pour les autres. Donc, faut faire les choses qu'on a envie de faire sans même, et ça par contre c'est dur, c'est difficile parce que je le fais encore un petit peu, mais sans se soucier forcément des critiques extérieures, des jugements extérieurs, etc. Parce qu'au final, quand on va rentrer chez nous le soir, eh ben, on va être que nous avec nous-mêmes, tu vois. On va faire attention à des critiques qu'on va lire sur internet de mecs qu'on va jamais rencontrer en fait. Donc c'est pour nous qu'on doit le faire. Alors Brian était le sparring de Sakuraba pour son dernier combat. Si tu parles de Brian Boulan, non, c'était pas Sakuraba, c'était Asakura. Kai Asakura. Tu parles pas des fruits pour peu cher. Alors, si tu parles de fruits en termes de fruits, voilà, genre tchak tchak, j'en sais rien, je sais pas ce que tu me dis. Par contre, si tu parles vraiment de fruits et légumes au Japon, en termes de peu cher, bon, alors je pense que. Non, je me gourre totalement si ça se trouve. Mais les fruits au Japon, par contre, c'est exorbitant. Les fruits et légumes, je parle, hein. Pareil, depuis peu, je fais 15 000 pas par jour, je sèche en ne faisant aucun effort particulier sur la diète, ça fait plaisir. Comment ça s'appelle ça? Le NEAT, je crois. En termes de niveau et d'équité sur le matchmaking, l'UFC d'hier est plus intéressant que le 300. Et je te rejoins complètement. Shredder Dealer, ça fait 1h55 qu'on est en live. Allez, encore 5 minutes. Et puis après, je vous laisserai pour aller manger parce que je me suis entraîné et j'ai les crocs là. Il a des tatouages trop dégueulasses pour avoir la ceinture de nouveau. C'est un vrai argument, ouais. Ouais, nickel l'argument. Est-ce que je m'entraîne à jeun le matin pour rester aussi sec? Non. Non, non, je mange. Il y a une période où je m'entraînais à jeun parce que il fallait que j'aille m'entraîner, mais comme je me levais un petit peu tard, il n'y avait pas le temps de et se lever, et manger, et digérer, et aller s'entraîner. Mais aujourd'hui, je m'entraînerai plus à jeun. Ça serait bien de faire une branche karaté Bushido de Japan. De toute façon, quand je serai là-bas, je ferai des lives et je continuerai à. D'ailleurs, je referai des stories de voyage et compagnie comme je kiffais faire. Tu vas pas combattre MMA? Si, si. Si, si. Au Japon, tu claques un SMIC dans les fruits. Ouais, ça m'avait choqué, hein. Genre la grappe de raisin qui est à 15 balles, c'est pas possible, c'est pas possible. Alors, j'aimerais reprendre les sports de combat, mais je supporte très mal les coups dans la tête en boxe anglaise. Est-ce que la douleur devient plus supportable? Attends, euh, quand tu dis que tu supportes pas, c'est quoi? C'est ça te donne des migraines? C'est vraiment la douleur, genre ça te fait mal? Parce que si t'as des grosses migraines, je sais pas, à chaque fois que tu fais de l'anglaise, là, c'est problématique. Est-ce que j'aime la boxe anglaise? J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Je te découvre sur ce live et ça fait plaisir. Maintenant, ma question, c'est quoi ton gros point fort en MMA? Mon sol. Mon sol et mes contrôles, je dirais. Est-ce que je fais des programmes de muscu? Non, j'en fais pas. J'en fais pas. Est-ce que je suis croyant? J'ai l'impression que beaucoup de combattants croient en Dieu. Beaucoup de sportifs de manière générale. Non, je suis athée. Alors, je peux croire à tout ce qui est destin, karma, tout ça, mais j'ai pas de. Sinon, je n'ai pas de religion. Les Japonais sont-ils chaleureux ou plutôt froids avec les étrangers? Alors, c'est un petit peu problématique parce que au Japon, de par le passé, enfin en termes d'histoire et tout ça,
Disons que les Japonais ont un peu tendance à prendre les... Même si ça change un peu hein, les autres pays asiatiques pour un peu des... je vais pas dire des sous-races, mais... Enfin voilà, tu vois. Ce qui fait que... bon, même si une fois que j'avais le crâne rasé, que j'étais là-bas, on me prenait un peu pour un Jap, mais sinon, bah, c'est pas ouf ouf, tu vois. C'est pas ouf. De manière générale. Après, je dis ça, et ils ont quand même été très, très gentils quand j'avais besoin de... Pour... comment ça s'appelle pour trouver mon chemin ou tout ça, ils étaient vraiment très aidants. Vive Marty Japan. Et je suis Marty sur YouTube avec ses unboxings, etc. C'est un bon gars, c'est un bon gars. Respect pour ton projet Japon. Merci Maël. Je sens une forte envie de tout niquer là-bas. Pour la fierté de ta famille, éclate tout. Très gros merci. Je préfère le One, le Bellator ou le PFL. Je préfère le One. Je préfère le One. Il y a Manu qui parle MMA dans 5 minutes si tu veux. Tu parles de Manu. Ferrara. Karate Bushido fera une vidéo insight sur ton combat et voyage au Japon. Normalement, oui. Normalement, oui. Merci d'avoir pris du temps pour ce live. Je te souhaite le meilleur pour ton parcours au pays du soleil levant. Merci, Franchi. Au Japon, ils sont polis envers l'étranger, mais ils vont rester entre eux. Oui, il y a quand même une certaine distance, une certaine barrière. Tu sais, même les Japonais entre eux, il y a une barrière surtout physique, tu vois. C'est vraiment différent au Japon. Allez, encore une ou deux questions. Et après, je vais vous laisser. Je vais aller grailler tout ce que j'ai devant les yeux, là. J'ai trop faim. Doumbé ou Baki. Je m'étais prononcé là-dessus et moi, j'aurais dit Baki. J'aurais dit Baki. Mais tout en sachant que Doumbé, à n'importe quel moment, peut terminer le combat avec une frappe. Donc voilà. Ça, je dirais un petit peu 60-40 pour Baki. Écoutez, messieurs, dames, je pense qu'on est bon pour ce soir. Encore une fois, je vous dis un très gros merci d'être venu sur le live, euh, d'avoir suivi et d'avoir partagé, échangé avec moi. J'allais dire non. N'hésitez pas donc à suivre la chaîne de Karaté Bushido officielle, la chaîne YouTube, aussi la chaîne YouTube de Karaté Bushido Plus, où avec Mathieu on fait tout ce qui est débrief de news, interviews, etc. On se retrouve dimanche prochain, même horaire à 19h. Ah. Tu pars combien de temps en avance pour ton combat, décalage, etc. Juste pour répondre à cette dernière question, c'est intéressant. Moi, à la base, je pensais partir une semaine avant, donc par rapport au jet lag. Sauf que, donc, Eli Kerich m'a dit le meilleur truc à faire serait au moins 2-3 semaines pour vraiment t'acclimater, que ce soit en termes d'horaire, parce que je crois qu'avec le Tokyo, c'est 9 heures de décalage horaire. Plus l'humidité, c'est pas pareil, tout ça. Donc, ouais, je pense tirer au moins 2-3 semaines à l'avance avant le combat. Voilà, voilà. Écoutez, gros merci. On se retrouve très vite. Bonne soirée à vous et bon début de semaine aussi. Entraînez-vous bien, faites des gains, parez bien et on se dit à très vite. Ciao, ciao, messieurs, dames.